Ok, donc merci encore une fois à toute l'équipe de Galsen AI donc de m'avoir convié à cette séance pour partager la petite expérience qu'on a par rapport au web scraping. Donc avant de passer à ma propre présentation, c'est un peu le plan que nous proposons. Évidemment, donc, comme on l'a dit à l'entame de nos propos, vous allez m'excuser, je suis un peu souffrant. Mais vu que j'avais déjà calé la réunion, je me suis dit qu'il faut y aller à tout prix. C'est pas Donc, grave, il y a pas de souci. nous remercions fortement l'initiative de Galsen AI. Et vraiment, moi, je pense que aujourd'hui, les autorités étatiques de la recherche, du monde entrepreneurial, tout le monde devrait venir accompagner votre initiative qui est assez importante. Parce que, comme vous le savez, il y a eu 3 révolutions industrielles au niveau mondial. La quatrième est en train de se faire. L'avant-dernière, c'était les nouvelles technologies. Cette fois-ci, c'est tout ce qui tourne autour de la data. Donc, on vous félicite vraiment d'avoir eu cette visibilité, d'avoir eu cette vision pour essayer de mettre en place la communauté des acteurs, qu'ils soient des professionnels, des étudiants, des chercheurs, des passionnés, des ouvriers, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de penser à le tropicaliser avec le Galsen. Me concernant, je m'en vais faire une présentation rapide. Je suis Baïdem Badiak, donc après les études à l'Université Gaston Berger, je me suis spécialisé en informatique. Vers 2008, c'est là où j'ai terminé ma maîtrise puis fait un DSS en informatique. Côté expérience, j'ai eu à évoluer sur plusieurs postes comme webmaster souvent, comme développeur, comme ingénieur, chef de projet, comme administrateur base données et récemment comme architecte système d'information après une longue expérience. J'ai eu à travailler avec plus de 13 secteurs dans le pays. Bon, vu que j'étais consultant, donc j'ai travaillé par projet, j'ai fait l'éducation nationale, euh, l'enseignement supérieur, les mines, les SS2I, bon, le monde des télécoms, l'administration sénégalaise, la statistique nationale, ainsi de suite. Bon, bref, beaucoup de secteurs. J'ai eu la chance aussi d'avoir participé à certains très grands projets informatiques dans ce pays. Donc, c'était des projets de digitalisation à haute couture, je dirais. Par exemple, il y a, avec la statistique nationale, lors du dernier recensement passé en 2013, où il fallait digitaliser tout le processus, je faisais partie de l'équipe. J'étais l'administrateur base données. Au niveau du ministère de l'Éducation aussi, j'ai fait la même chose vers 2018-2019 où il fallait concevoir plus de 20 plateformes interconnectées entre eux et un ensemble de services. J'ai été aussi administrateur de base de données de la mine de Sabodola vers 2015-2016, mais après, j'avais démissionné pour me lancer avec mes propres trucs. J'avais monté mon propre cabinet. Et de plus en plus actuellement, je travaille avec une structure étatique autour de la statistique nationale. Donc aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler, excusez-moi d'avoir été long, donc de l'évolution un peu des techniques et des moyens de collecte, comme vous le voyez. Attends, le capteur. OK. J'espère que vous voyez bien mon écran et que vous me recevez. Oui, tout à fait, c'est bon. OK. Donc, euh, avant de démarrer proprement le web scraping, peut-être je démarrerai par un ensemble de questions à l'Assemblée. Vous-même, vous allez voir que partant de ces questions, vous allez mieux comprendre la définition du web scraping, un peu les architectures existantes, si on a le besoin de faire du web scraping ou dépendamment des usages. Et on va voir que au moment d'appliquer maintenant ces architectures avec tout ce que le web scraping nous offre, il y a la loi qui est là. Donc, que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais vous montrer quelques exemples de projets de web scraping. Donc, comment ça se passe depuis le cadrage, la planification, la mise en œuvre, le déploiement, l'opérationnalisation, et ainsi de suite. Et certainement, on terminera par des questions-réponses. Normalement, nous sommes ensemble pour 1h30, 1h20. OK.
Donc, pour le premier point, je commencerai par cette célèbre phrase que j'ai eu à reformuler d'une autre manière. Je pense que vous tous, vous êtes d'accord avec moi que gouverner, c'est prévoir. Et si on dit gouverner, c'est pas seulement gouverner le pays. Il y a l'administration que l'on dirige, le ministère, le start-up, le département qu'on dirige, bon, ainsi de suite. Bref, à tous les niveaux. Et qui dit prévoir, c'est connaître. Et qui dit connaître, c'est mesurer. Mais maintenant, pour mesurer, il nous faut vraiment les données. Et ces données-là, on va aller les collecter. OK. Partant de ça, avec ce schéma, vous voyez que le besoin de données et d'informations a toujours existé. Donc, depuis toujours, les gens ont recueilli des informations pour prendre de meilleures décisions beaucoup plus éclairées, bon, avoir plus de visibilité. Ceci depuis l'Antiquité. Hein, bon, aujourd'hui, toutes nos religions révélées, vous voyez, il y a pas mal d'informations qui sont écrites et c'est ce qui a facilité euh, le transfert jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, avec la naissance de la révolution industrielle, bon, évidemment, toutes ces données que les gens mettaient dans des mémoires avec les scripts assez respectés, tout ça, on a essayé à commencer à le mettre sur du papier pour faciliter un peu le traitement, le stockage et la réutilisation, évidemment. Avec la naissance des nouvelles technologies, le même processus a continué, bon, avec les bases de données et leurs innovations qu'ils ont apportées. Après, il y a eu l'évolution vers tout ce qui est BI, bon, les entrepôts de données, parce que de plus en plus, un certain nombre de problématiques que l'on demandait aux applications de production n'étaient pas optimisées. Donc, du coup, le monde de la recherche continue perpétuellement. Donc, les bases de données sont apparues, puis les entrepôts de données, ainsi de suite. Et avec le boom des années 2000, surtout la naissance du big data, je pense que la majorité d'entre vous savent ce qu'il y a derrière. Un peu l'apparition des smartphones, bon, l'IoT, tout ça, vraiment, il y a des données qui explosent de partout. Et Dieu seul sait ce que le futur nous réserve. Partant de ça, et en faisant le link avec le schéma là, vous êtes d'accord avec moi que les gens qui font de l'analyse, je dirais les data analysts, bon, peut-être je ne dirais pas data analysts, mais les gens qui donnent les informations pour prendre les bonnes décisions, ils se sont toujours appuyés sur l'existant pour collecter les données. Donc aujourd'hui, on va voir que le web scrapping, c'est dans l'ordre normal des choses parce que les données ne sont plus que textuelles de nos jours. Les données ne sont plus seulement des formulaires qu'on part demander aux gens pour collecter des données avant de pouvoir faire ces analyses, ces prédictions, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, les gens utilisent les données issues du secteur des télécoms, ce qu'on appelle les MPD, pour sortir et obtenir les mêmes résultats que les gens qui partent collecter des données sur le terrain ou depuis des applications de production. La même chose se fait avec les données satellitaires. Bon, après, il y a ce qu'on appelle les AES data, les Automatic Information System. Par exemple, avec les données issues des transpondeurs. Bon, je pense que j'ai un exemple que je voulais même vous montrer ici. Oups. Oh, bon, il n'y a pas de problème. À la fin, je vous montrerai juste des exemples pour que vous puissiez voir. Il y a les données aujourd'hui des capteurs sur la pollution, côté agricole, côté mine, bon, les données des GAFAM, les données des logs, des cookies. Bon, et vous voyez que donc le web scrapping entre dans ce sillage. Juste pour dire qu'aujourd'hui, là où des gens font des enquêtes ou tirent des données depuis des applications de production pour calculer un certain nombre d'indicateurs, que ce soit dans le public, dans le privé, partout, dans le monde de la recherche, les gens produisent les mêmes résultats juste en utilisant les anciennes données stockées pour des raisons orientées télécom. Aujourd'hui, les données satellites, que ce soit, je ne sais pas, Moody's, Sentinel, tout ce que vous voulez, les gens utilisent ces informations pour obtenir les mêmes résultats. Et un exemple assez rapide que je pourrais donner, il y a 2 semaines, j'ai encadré un certain nombre de jeunes dans un hackathon sur les mines. Donc, le ministère de la Mine et de la Géologie a dit aux jeunes, proposez-moi des solutions assez innovantes, un peu pour le secteur de la mine. Et à ma grande surprise, j'ai été très séduit de trouver un étudiant de première année, je dis bien de première année, en informatique simple, qui a proposé un système basé sur les données satellites et les technologies de l'IoT
pour produire les mêmes résultats que faisaient une partie des mines jusque-là, pour estimer la production. Je m'explique. Aujourd'hui, quand une mine est en production, bon, il y a la phase exploration qui estime d'abord les réserves. Après, il y a la phase de production où chaque jour, il y a des camions qui viennent prendre une partie du minerai sur place. Et chaque fois, on est obligé de prendre des topographes qui partent sur le terrain, faire des recueils de données, euh, compter le nombre de camions, faire telle chose, le linker avec un certain nombre de logiciels avant d'avoir l'estimation des réserves restantes. Lui, il a eu l'intelligence aujourd'hui d'utiliser Google Earth Engine avec les données satellitaires qui sont à sa disposition, même s'ils sont, qui sont de très grosses quantités avec d'autres technologies de collecte, pour estimer d'abord ses réserves. Et il revient en deuxième étape pour faire rouler un drone qui va prendre les données au millimètre près pour vraiment reconstituer un peu l'état actuel de la mine et basé sur ça, il fait des calculs. Vous voyez, aujourd'hui, au niveau de la marine, j'ai eu à faire un test sur ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui, au niveau de la marine sénégalaise, quand j'ai échangé avec eux, ils me disent qu'ils commencent à l'utiliser. Ils peuvent vous donner le nombre de bateaux qui sont actuellement dans le port de Dakar ou le nombre de bateaux qui sont passés tel jour à Dakar sans avoir à prendre des gens qui comptent manuellement. Mais ils utilisent ce qu'on appelle les AISDT parce que chaque bateau au niveau international est immatriculé et dispose d'un équipement électronique qui envoie des données à des périodes précises. Aujourd'hui, la même chose se passe avec les données des capteurs, bon, les données vidéo, bon, les données issues des GAFAM, même chose, les données de log, ainsi de suite. Et c'est dans cette même lancée qu'on va voir que le web scrapping arrive. C'est-à-dire, antérieurement, où on partait chercher un certain nombre d'informations, aujourd'hui, on peut attaquer automatiquement les sites web pour recueillir ces informations. Donc, pour ne pas trop anticiper dans la définition, donc c'était un peu pour vous montrer que c'est une tendance mondiale où la source de données, les sources de données ne sont plus seulement les données que l'on collecte. C'est-à-dire, autrefois, d'accord, on faisait appel à des enquêteurs qui descendent sur le terrain, qui collectent des données. Après, il y avait des applications en production où dès que la personne remplit, on peut requêter pour recueillir les informations. Mais aujourd'hui, il y a d'autres sources de données qui explosent, comme je viens de le citer. Les réseaux sociaux sont là, les sites web aussi, les boutiques en ligne, l'IoT, je viens de vous donner un exemple, les données GSM, les mobile phone data, bon, les données issues des moteurs de recherche aussi, et les données de paiement. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Hein. Donc, tout ça, c'est pour vous permettre de mieux définir le web scrapping. Maintenant, je commencerai par vous poser une question. Vous, les membres de l'Assemblée, bon, peut-être je vais faire une pause de juste 30 secondes. On est en plein Covid et vous travaillez dans un secteur où on vous dit qu'on a besoin des données. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se déplacer. On doit faire une étude. On dit à Khadija, donnez-nous les données. Elle dit, on va faire une enquête. Mais le directeur va dire, comment ça? On ne peut pas faire d'enquête. C'est la Covid. Bon, ou bien on risque de faire une enquête téléphonique qui va coûter très, très cher. Déjà, on n'a pas de base de sondage. Et ceci, j'ai listé juste 12 exemples. Et la liste est loin d'être exhaustive. Par exemple, le premier cas, supposons que vous êtes un data engineer, un data scientist, vous avez conçu un chatbot pour une entreprise, il va entraîner son modèle, mais d'accord, il peut le faire directement en linkant le site web, mais il risque d'être bloqué. Il voudrait avoir toutes les données dans un fichier pour aller vite. Vous travaillez dans une direction comme les impôts, je donne un exemple. Vous êtes un jeune, on vous dit, on va traquer aujourd'hui les gens qui font des activités en ligne et qui ne se sont pas déclarés. Et on ne dispose pas de millions pour que tu fais des descentes sur le terrain. Hein. Donc, tout ça, en tant que spécialiste de la science des données ou de l'informatique, on veut que tu nous donnes une solution à moindre coût. Ou bien vous travaillez dans une entreprise comme la Statistique nationale, le ministère des Commerces ou le ministère de l'Agriculture, et il y a il y a des indices à produire sur un certain nombre de prix. C'est-à-dire, on est en Covid et supposons, chaque fois, on produisait des indices sur les prix à la consommation ou, je ne sais pas, la mangue, tout ce qu'on fait. En tout cas, il y a un produit où régulièrement, on sort des informations sur les prix, comment ça varie, et ainsi de suite. Ou bien tu es data scientist, tu dois entraîner ton modèle. Ça peut être un mémoire, un chercheur, tout ça, et le temps est compté. Ou bien tu travailles dans un comptoir d'or, on a besoin de surveiller le prix de l'or. Et vous savez, l'or ne se vend pas en un seul lieu. Il y a plusieurs grandes structures et chacun a ses prix qui varient. On va avoir ces données-là qu'on surveille en temps. De la même manière, supposons que vous travaillez dans le monde des devises, vous êtes Cambis ou autre, et vous voulez surveiller le coût du dollar
sur une longue période, vous voyez, ou bien que vous êtes dans le privé et on veut recueillir des données pour faire des comparaisons. Est-ce que notre offre est plus compétitive par rapport à nos concurrents, ainsi de suite. Ou bien vous êtes intéressé par la problématique du chômage et que vous voulez avoir des données sur quels sont les secteurs qui recrutent le plus. Aujourd'hui, des étudiants sont en train de faire des études. Tu veux les orienter sur quel secteur, sur quoi tu vas te baser pour leur dire, ah, ces 5 derniers mois, les offres explosent plus sur le secteur des mines que sur le secteur de l'agriculture, vice-versa. Ou bien, vous êtes une entreprise, vous êtes une autorité, vous voulez surveiller votre e-reputation. Que disent les gens sur vous? Quels sont les commentaires que donnent les gens sur vous, ainsi de suite. Bon, ou bien, un des cas très utilisés aussi en qui, vous êtes dans une équipe marketing, évidemment, vous devez setuper votre base prospect. Évidemment, il faut tout ce qui est mail, téléphone, adresse d'un certain nombre de prospects. Après, tu vas faire tes segmentations et autres. Mais tu ne vas pas l'entreprise n'a pas suffisamment de millions pour te laisser faire des enquêtes ou descendre sur le terrain ou aller tel. Donc, on veut que tu te donnes une solution vite fait et vraiment avec des données de masse. Bon, ou bien vous avez besoin de mettre à jour les données des entreprises. Bon, voici un exemple de 12 problématiques. Et selon vous, comment vous pourriez me répondre si on est en plein Covid? Comment vous allez faire pour minimiser ce coût? Parce que l'offre que vous... Bon, il y a 1000 manières de faire. Mais nous sommes une entreprise, personne ne peut plus se déplacer et on a beaucoup d'argent, on veut une solution. Qui a une solution dans l'Assemblée? Est-ce que quelqu'un a une idée de là où on veut aller ou qui a une idée de comment on peut faire? Dites ce que vous voulez, hein? OK? Un volontaire? Ou bien pensez-vous qu'il est possible de répondre à un de ces problématiques à moindre coût? Ou bien juste en utilisant l'ingénierie des données, sans avoir à se déplacer forcément sur le terrain ou mobiliser de gros moyens, ainsi de suite. Et n'oubliez pas l'indicateur que j'ai donné, nous sommes en plein Covid. Un volontaire? Bon, vous pouvez laisser un message sur le chat. J'espère que vous m'entendez. Je vois que personne ne réagit là. Oui, tout à fait, nous, on t'entend. Hein. OK, selon vous, est-ce qu'il est possible de répondre à un des problématiques que j'ai citées ici, selon vous? De ce que vous connaissez jusque-là? Bon, si personne ne donne la réponse, je donne la réponse et je continue. Heureusement, merci Fallou. Fallou a dit oui. Donc, je continue. Évidemment, c'est possible grâce à ce qu'on appelle le web scrapping. Et le web scrapping, c'est quoi? Donc, le web scrapping, ce n'est rien d'autre qu'une technique de récupération des données sur un site web utilisant des robots, ce qu'on appelle les web scrappers, différents des web crawlers qui font l'indexation. Et donc, l'objectif du web scrapping, ce n'est rien d'autre que de collecter de grands volumes de données automatiquement pour constituer une base de données réutilisable, surtout à des futures opérations. Et vous êtes d'accord avec moi que ça va répondre à l'ensemble de ces problématiques. Aujourd'hui, voici des exemples où en temps réel, de jour en jour, les gens utilisent du web scrapping. Et la liste est loin d'être exhaustive. Hein. Là, par exemple, bon, peut-être je reviendrai dans un autre atelier aussi pour initier les gens à la création de chatbots. J'utilise des outils aujourd'hui assez simples pour mettre en place des chatbots. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans le monde des chatbots, le meilleur moyen d'entraîner son modèle, c'est de le faire sous format question-réponse. Hein? Même si aujourd'hui GPT-4 a des outils qui te permettent de faire ça, mais il vous faut les données d'abord. Supposons, vous voulez entraîner votre modèle. Et le petit exemple que je peux donner, aujourd'hui, en termes de données, on utilise le octet ou les bits pour mesurer les données, d'accord? On est d'accord que si tu tapes le mot A dans un clavier, à peu près, tu as produit un octet de données, ce qui est équivalent à 8 bits. Si tu écris aujourd'hui un livre de 500 pages, à peu près, tu as produit 1 méga de données. Et donc, imaginez là où on nous dit que ChatGPT a été entraîné avec 50 gigas de données. Donc, vous imaginez le nombre de milliards de mots qui ont été utilisés pour entraîner ChatGPT, parce qu'on dit 50 gigas de données. Alors que ChatGPT, c'est 10 fois moins que GPT-3. Donc, imaginez maintenant, vous travaillez dans une entreprise et vous devez entraîner un modèle. Où est-ce que vous allez avoir ces données? Déjà, le fait d'avoir un livre de 500 pages, vous voyez, et ça, ce n'est que 1 méga. Donc,
Bon, moi, de ce que je sais, ChatGPT a utilisé Common Crawl et Wikipédia pour entraîner son modèle, mais ne me dis pas que un site qui contient des milliers de pages, vous allez copier les pages manuellement. Non. Donc, vous voyez un peu, c'est ce que fait le web scrapping. L'exemple que je donne avec la direction des impôts, je sais qu'au Maroc et en Tunisie, la direction des impôts, à travers les sites e-commerce existants, ils parviennent à capter une bonne partie de la fiscalité. Bon, évidemment, en surveillant un peu l'activité d'un certain nombre de sites e-commerce et autres. Bon, après, pour voir comment les intéresser, surtout à respecter la partie fiscale, quoi. Et beaucoup d'autres exemples. Et donc, aujourd'hui, le web scrapping, donc, comme définition, c'est ça. Maintenant, comme architecture, d'accord, on a des problématiques, on a des choses qu'on veut régler, on voit que le web scrapping permet de le faire, c'est excellent. Maintenant, techniquement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une seule manière de faire? Non, il y a plusieurs manières de faire. Bon, moi, de ce que je maîtrise, bon, je ne suis pas un expert en la matière, je suis juste un passionné, je le précise aussi, mais je sais que on peut le faire de manière manuelle, bon, même si ce qui n'est pas trop sens, c'est-à-dire on peut aller aujourd'hui sur le net, récupérer les données dont on avait besoin sans avoir à nous déplacer ou mandater des gens qui vont le collecter directement sur le terrain, d'accord? On va le récupérer sur le web directement, d'accord? On peut le faire de manière manuelle, c'est-à-dire ouvrir un site, bon, comme ici, je prends un exemple, je sais pas moi, quel exemple de site je peux prendre au Sénégal? Bon, je ne sais pas, je prends Jumia, par exemple. Je prends Jumia. Hmm? Je suis un étudiant. On m'a dit de travailler sur les données des maisons. Donc, supposons particulièrement les meubles. D'accord. On peut le faire manuellement, mais je pense que ça, c'est pas trop intéressant. D'accord, on peut venir là, prendre ses prix, mettre dans un fichier Excel. C'est une possibilité. Hmm? Bon, ça c'est le cas où vous n'avez vraiment aucun bagage avec vous. On peut utiliser des outils et des plugins rapides, comme un qui s'appelle Simple Scrapper. Bon, il y a beaucoup d'autres. Hein. Ça dit, c'est des outils vraiment simples, rapides, qui vous permettent d'automatiser une partie de la collecte ici. Ça, au lieu de venir prendre les prix une par une, au moins, eux, ils vont vous permettre de prendre toutes les données de la page. Je vais vous montrer un exemple. Bon, après, vous le savez, qui dit Galsen AI dit AI. Et avec la naissance du web scrapping, avant, bon, ou bien je vais présenter la troisième possibilité avant de venir à la quatrième. La troisième, c'est que on peut utiliser de la programmation. Bon, moi, je sais qu'il y a d'autres qui le font avec R et d'autres langages, mais moi, je suis plus à l'aise avec Python. Et donc, on peut utiliser aujourd'hui Python pour écrire son propre programme pour aller cueillir toutes les données qu'on veut. Bon, là, en tout cas, on a plus de maîtrise et on a beaucoup plus de possibilités. Il y a beaucoup de bibliothèques qui le font maintenant, mais principalement, il y a Beautiful, Scrappy et Selenium, mais il y a beaucoup d'autres. Moi, je maîtrise uniquement ces trois-là. Et c'est surtout Beautiful Soups où je me suis spécialisé. J'ai un peu touché à Selenium, je vais vous montrer. Maintenant, la dernière possibilité et la quatrième, de ce que je sais moi, c'est qu'il y a des applications déjà conçues, des applications d'intelligence artificielle qui font du web scrapping. Mais chaque élément a son avantage et son inconvénient. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il y a Octoparse, donc tu t'abonnes ou tu achètes une licence, il te permet d'aller scraper automatiquement les données. En plus de te donner les données, il te gère aussi la partie pour ne pas être bloqué par la législation, comme on va le voir dans la suite. Maintenant, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Bon, là, il y a le problème du prix. Là, il y a le problème de la technicité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire des codes Python, de récupérer des données, tout ça. Là, c'est vraiment gratuit, il n'y a rien à payer, mais souvent, on a des limites, comme on va le voir. Et la méthode manuelle aussi, c'est le temps que ça prend. Bon, sauf si on engage une équipe pour te collecter les données. Maintenant, avant d'avancer dans le détail des architectures, vous êtes d'accord avec moi que, regardez, bon là, vous voyez, je suis venu pour récupérer les données, mais si vous remarquez, au début, il n'y avait pas beaucoup de données qui s'affichent. Mais plus je navigue, il injecte du JavaScript en bas. Vous voyez, il y a des pages qui apparaissent. Donc, la difficulté, souvent, quand on récupère les données, on peut récupérer les données de cette page, il n'y a pas de problème. Mais comment faire maintenant pour déclencher le clic, regarder, et cliquer la page 2 et récupérer les données? Ça, c'est une problématique qu'on va voir. Je vais vous dire comment ça se passe d'habitude.
regardez, il y a la troisième page, ainsi de suite. Ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Deuxième problème à laquelle on est confronté, je peux vous donner l'exemple de Expat Dakar, par exemple. C'est un site d'annonce et de vente qui est très célèbre aussi, que les gens connaissent. Là aussi, regardez, je m'intéresse aux véhicules. Je donne un exemple. Regardez ce qui va se passer. Je suis intéressé par les Toyota. OK. Il m'affiche la liste des Toyota sur le portail. Mais regardez en bas ce qui va se passer. Quand je défile, vous voyez, tout à l'heure, la pagination était fixe. Mais regardez là, la pagination est dynamique. Automatiquement, il me crée des pages. Vous voyez, et il me balance à la page 3. Regardez quand je défile. Normalement, il doit aller à la page 4. Regarde. Moi, je peux aller directement à la page 4. Regardez, il est à la page 4. Hein? Mais regardez l'URL quand je défile ce qui va se passer. Vous voyez? Vous voyez? Automatiquement, il me balance à la page 5, à la page 6, sans que je ne fais rien du tout. Ça, souvent, quand on scrape ces données, même si on maîtrise la programmation en utilisant ces bibliothèques, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, il ne te laisse pas l'option de défiler les pages toi-même. Donc, vous voyez, des outils d'intelligence artificielle déjà faits sur place, c'est ça leur force. C'est-à-dire, la seule difficulté, c'est que c'est payant, mais eux, ils te permettent de régler tous ces problèmes. Parce que le problème de la pagination en scrapant des données, si vous utilisez du pur technique, codage ou les plugins, c'est surtout ça la difficulté. OK. Septième chose maintenant, on a des problématiques qui nous poussent à vouloir récupérer des données de masse, comme l'exemple d'entraînement des modèles pour nos amis data scientists et autres, d'accord? On a vu que le web scraping nous permet de régler ce problème. On a vu qu'il y a plusieurs manières de faire, c'est excellent, mais au moment de se lancer, attention, il y a la loi. En fait, il y a la loi sur les données. Bon, au Sénégal, c'est encadré par la CDP, la Commission de protection des données personnelles. En France, c'est en Europe, je ne sais pas, en France, il y a la RGPD et chaque pays a sa législation. L'autre difficulté, en plus des difficultés techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est que tout n'est pas permis. Attention, c'est pas parce que tu veux des données, d'accord, il y a tel problème, tu as une solution que tu vas y aller. Non, il y a la loi. Mieux même si tu parviens à récupérer les données par telle ou telle technique et vous commencez à faire le travail, c'est que je ne sais pas au Sénégal, je ne maîtrise pas trop, mais je sais qu'en France, même les données transformées, il y a des lois sur ça, il y a des textes sur ça. C'est-à-dire, même si tu prends des données d'ailleurs, tu n'es pas autorisé à faire tout ce que tu veux. L'autre problème, c'est le problème de saturation. Donc, d'autres peuvent t'attaquer à travers la loi. C'est là, même si ce que tu fais, parce que le web scrapping est légal, hein, ça, je vous rassure. Tu peux utiliser le web scrapping, il n'y a pas de problème, mais ils peuvent t'accuser indirectement en disant que toi, tu as saturé mon serveur. D'accord, les données que tu as récupérées, il n'y a rien de privé dans ça, il n'y a rien de confidentiel dans ça, mais tu as saturé mon serveur et tu as détruit mon activité. Un autre peut te dire, ah, toi, tu fais part de nos concurrents, tu as fait exprès de lancer tes robots à des heures où nos clients étaient en production et du coup, on a perdu tel qui. Donc, vous voyez, c'est surtout ça la difficulté. Au niveau de la France aussi, il y a la loi sur le web scrapping. Parle même d'une partie qui concerne la concurrence. Bon, je sais qu'au Sénégal, la loi se limite un peu aux données personnelles, comme on va le voir. Donc ça, au niveau du Sénégal, sachez qu'il y a le cadre juridique et réglementaire. Et ça, même au-delà du web scrapping, et j'attire l'attention vraiment de tous nos collègues data scientists. Et là, je pense que Galsen AI aussi devrait faire beaucoup d'ateliers de formation dans ce sens, vraiment appeler les juristes. Parce qu'attention, ce n'est pas toutes les données qu'on est autorisé à utiliser. Et même souvent, l'utilisation des données pour sortir des résultats peut vous porter préjudice. Donc, vraiment, moi, je pense que le data scientist, même sur quoi il doit commencer, c'est la partie réglementaire. Parce que tu peux faire, tu ne sais pas, alors qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de tomber derrière toi. Et en juridiction, nous savons tous ce qui est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il y a la loi 2008-12 du 25 janvier portant sur la protection des données à caractère personnel. Donc, si vous allez sur le site de la CDP, il y a vraiment tous les détails. Il y a le décret aussi du 30 juin 2008 sur la protection des données personnelles. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée
susceptibles d'être engendrés par la collecte, le traitement et la transmission. Donc, cette loi a été instituée avec la CDP. Il y a énormément de détails. Je vous invite à aller le visiter. Mais comme je dis, quelqu'un peut faire du scrapping de données sur un site. Il dit, regardez, moi, les données que j'ai recueillies, il n'y a rien de personnel. Et là, la loi parle de données personnelles, d'accord. Mais comme je dis, ça, c'est l'exemple avec un petit exemple que j'ai tiré sur le RGPD de la France. La France ne s'est pas limitée seulement à définir, à dire non, les données privées telles, telles, mais il est même allé au-delà pour parler du mot web scrapping. Donc, eux, ils disent que avec le web scrapping, si tu fais ça, tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, tu ne dois pas faire ça. Donc, s'il y a des juristes dans le panel aussi, c'est là où je les appelle. Donc, s'il y a de nouvelles textes qui doivent venir, ce serait bon qu'au niveau Sénégal, on part jusqu'à ce niveau de détail. Mais si on se limite à sortir des lois sur des données personnelles, quelqu'un qui prend les données sur les prix peut se dire, ah, il n'y a rien de personnel, donc moi, je ne suis pas concerné. Alors que eux, là-bas, dans la loi, ils parlent du web scrapping, c'est-à-dire les données que tu recueilles à travers le web scrapping, même si ce n'est pas des données personnelles, à caractère personnel, attention, il y a un encadrement côté propriété intellectuelle. Donc, tu n'es pas obligé, tu n'es pas autorisé à faire ça, tu ne dois pas faire ça. Même les données que tu collectes sur le web, tu n'es pas autorisé à faire telle transformation, et ainsi de suite. Et c'est où encore, je pense, oui, ils ont même énoncer une partie qui concerne la concurrence. C'est-à-dire, si tu travailles dans une entreprise, surtout dans le privé et autres, tu n'as aucun droit d'aller scraper les données de tes concurrents. Bon, tu peux aller sur les données de la statistique nationale, des ministères et autres, mais tant que quelqu'un est ton concurrent, tu ne dois pas scraper ces données parce que tu pourrais l'utiliser à d'autres fins, ainsi de suite. Donc ça, vraiment, je vous invite à vous documenter sur ça. Bon, si vous êtes des étudiants, des chercheurs, souvent c'est moins méchant parce que là, il y a beaucoup, on tolère beaucoup pour développer la recherche. Mais quand vous êtes dans une entreprise, surtout dans le privé ou dans le public, avant de faire un certain nombre de choses côté web scrapping, je vous invite à aller voir ce que dit la loi. Et les solutions qu'on donne par rapport à ça, quel que soit le travail que vous faites, pour vous couvrir, informez votre hiérarchie. D'accord, vous pouvez concevoir un excellent outil qui règle beaucoup de problèmes au sein de l'entreprise parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour aller collecter des données. Tu nous donnes la solution, mais si tu te lances sans informer ta hiérarchie, s'il y a des problèmes, la hiérarchie peut se dire ça ne me regarde pas. Je donne un exemple. Supposons il y a quelqu'un qui travaille au ministère du Commerce ou au ministère de l'Agriculture, au ministère ou au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ils ont des indices sur les prix où ils envoient les gens collecter des données pour sortir un certain nombre d'indicateurs sur les prix. C'est parfait. Mais aujourd'hui, si je prends les avions, vous qui m'écoutez, ceux qui ont fait des voyages récemment ou depuis des années, qui parmi vous a acheté son billet en se déplaçant de tel ou tel lieu? Ça n'existe presque plus. Donc, de nos jours, presque tous ceux qui achètent des billets d'avion, ils le font en ligne. Donc, vu que les données que vous les billets que vous achetez, vous les achetez en ligne, donc envoyer des agents sur le terrain pour aller collecter des données sur le prix des avions, moi je dis que c'est devenu insensé. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux aller chercher des données manuellement alors que presque 90% ou 100% des gens qui le font à distance. Donc là, aujourd'hui, ce qui serait recommandé, c'est d'aller faire du web scrapping. Et là, ça permet de gagner de l'argent parce qu'on n'a plus besoin d'employer des... Bon, on va les réorienter. Parce que souvent, si tu dis on n'a plus besoin d'employer, les gens risquent de ne pas laisser faire passer ta technique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais informer la hiérarchie. Se rapprocher souvent aussi des DPO. Bon, même si ça, c'est très rare de le voir au Sénégal, mais s'il y a des professionnels parmi nous, moi, je leur recommande de mettre en place des DPO là où ils travaillent. Donc, c'est les Data Protection Officers. Ça dit, c'est eux qui sont chargés de la protection des données, que ce soit des données personnelles, tout ça, de mettre en place les bonnes pratiques. Le plus souvent, c'est des équipes binaires où il y a un juriste et un informaticien. Donc, un juriste qui comprend tout ce que dit la loi sur les données et un informaticien ou un statisticien ou un économiste, en tout cas un spécial du DT qui comprend vraiment tous les contours et autres. L'autre chose, avant de scraper n'importe quel site, je vous recommande de consulter les CGI. Bon, si vous êtes étudiant ou chercheur, c'est vous êtes moins c'est moins grave. Donc, les conditions générales d'utilisation. De plus en plus, je vois des gens qui me contactent pour dire, Monsieur Diak, je voudrais scraper telle donnée de LinkedIn, mais
Dans les CGI de LinkedIn, LinkedIn interdit ça, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. LinkedIn interdit qu'on scrape ces données, surtout à d'autres fins. Bon, si tu le fais pour des fins de recherche, pour entraîner des modèles de test qui n'entrent pas dans des keys, c'est bon. Mais si tu le fais à des fins de recrutement et autres, LinkedIn ne l'autorise pas. Hein. Tu dois avoir leur autorisation. Hein. Dans certains sites, ils le disent clairement. Donc, dès que vous ouvrez le site, vous allez voir quelque part conditions générales. Ils le disent. Vous n'avez pas le droit de récupérer tel. Bon, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Hein. Moi, aujourd'hui, il y a des gens, ils partent dans LinkedIn, ils ciblent le Sénégal, par exemple, ils pompent les données de beaucoup de développeurs et ils parviennent à reconstituer la base de données de tous les développeurs. Partant de ça, ils sortent de la connaissance qu'ils vendent. Mais les CGI de LinkedIn l'interdisent. Ils demandent de les contacter d'abord. Autre chose, on va le voir tout de suite. En pratique, je vais vous montrer. Commencez par lire le robot TXT. Bon, s'il n'y a pas de robot TXT, peut-être le site n'est pas encore assez imprégné dans le sujet, mais au moins lisez le robot TXT et là-bas, tout est éclairci. Donc, pour ne pas tomber sur le coup de la loi, quand on scrape des données, voici les solutions. Et là, je peux sortir des exemples rapides, vous allez voir. Par exemple, dans chaque site que vous visitez, normalement, il y a un fichier qui s'appelle robot avec STXT. Bon, s'il n'y en a pas, ça veut dire que soit ils n'ont pas encore mis. Et s'il y a un professionnel parmi nous, moi, je lui recommande de mettre des robots TXT sur tous ces sites, hein, ou de me dire en son entrée de mettre des robots.txt. Parce que moi, si tu ne mets pas de robot TXT, moi, j'attaque ton site, je scrape les données. Même si on part en justice, tu ne peux pas m'attaquer. Hein. Ah, bon, de ce que je sache, peut-être je me trompe, mais de ce que je sache, parce que la justice va demander, toi, où sont les preuves que tu as dit qu'il ne faut pas faire ça. Donc, toi, tu n'as défini aucune règle. Bon. Et moi-même, je peux dire que je n'ai pas attaqué tes données. Bon, parce que je peux router mon adresse au moment de collecter les données. Bon, c'est un autre débat. Mais l'expert Dakar, par exemple, voici son robot TXT. Il dit, ça, c'est interdit. Tu ne dois pas attaquer tel répertoire. Tu ne dois pas attaquer tel répertoire. Tu ne dois pas attaquer tel répertoire. Mais tu peux attaquer tel répertoire. Vous voyez? Bon, le bot Twitter, si tu passes par Twitter, vous voyez, là aussi, c'est autorisé. Là, je vois des Russes. Et ils attaquent souvent les sites des gens. Bon, vous voyez, ils disent clairement que toute personne qui passe par ce bot-là, c'est interdit. Vous voyez? Et ils te donnent l'adresse de ces sitemaps. Le sitemap aussi, on va le voir, c'est-à-dire à quelle fréquence changent les données du site. Il est important aussi de connaître, vous voyez, le sitemap, ce n'est rien d'autre qu'un fichier XML qui dit depuis quand telle donnée a été mise à jour. Parce que l'avantage de ça, c'est double. D'abord, il y a un avantage pour vous qui faites le scrapping, mais il y a un avantage pour le propriétaire du site. Par exemple, si tu veux récupérer, comme j'avais dit un exemple, si tu veux récupérer les données de l'artisanat sur Jumia, si tu le récupères et qu'il y a des changements, il faut mettre à jour ton architecture. Ou bien les fréquences de mise à jour, s'ils ne sont pas assez nombreuses, tu n'as pas besoin de polluer le site de Jumia. Pour ça, Jumia t'explique un peu son sitemap XML. Donc, normalement, dans chaque site, vous l'avez. Là, j'étais dans Expat Dakar. Je peux venir. Bon, quel autre site célèbre au Sénégal? Je prends Soumari. Je prends Soumari, par exemple. Même chose. Je consulte le robot.txt. Donc, quand robot.txt. Donc, ça, j'y reviendrai. Au moment de faire son scrapping, première chose, bon, après avoir défini ses objectifs, le robot.txt. Bon, là, je vois qu'il n'y a rien. Hein. Là, je vois qu'il n'y a rien. Là, je leur aurais recommandé de définir les règles parce que là, ils disent que tout est autorisé. Quel autre exemple je peux prendre? Je ne sais pas. Je peux prendre Jumia, par exemple. Ah, vous voyez, Jumia, c'est vraiment bien fait. Et ils disent clairement, vous voyez, public site, bot must follow this rule. Tout robot de scrapping que vous concevez doit suivre ces règles. Si scrapping is permitted, if the user agent is clearly identified it as a bot and the bot owner is using less than 200 requests per minute. Donc, tu dois t'identifier clairement. Et deuxièmement, tes requêtes ne doivent pas dépasser 200 éléments par minute. Bon, ça, c'est pour ne pas saturer leur site. Vous voyez, ainsi de suite. Et ils disent ce qui est autorisé. Et ce qui est interdit, quoi. Donc, tout ça, vous ne devez pas attaquer ces pages-là. Tu ne peux pas faire scrapping du site jumia.sn/token ou /étoile/all product. Bon, vous voyez, ça, c'est la page de tous les produits. C'est pour ne pas alludir leur site aussi. C'est très normal.
Donc, toutes ces règles-là, il faut le comprendre et il vous donne les informations sur le sitemap. Mais souvent, il faut les écrire d'abord pour avoir le login et le mot de passe avant de pouvoir accéder au sitemap détaillé. Attends, je regarde. Et, ouais, et vous voyez, c'est normal. Donc là, il faudra donc d'abord les écrire et après, il te donne l'accès à leur sitemap. Vous voyez, bon, là, je vois que c'est très bien fait. Donc, comme je dis, vous voyez tout à l'heure sur les qui, ils vous disent qu'il faut vous déclarer. Sur tous ces sites-là, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, il faut vous déclarer. Quand vous mettez en place votre système pour récupérer les données sur un site web, déclarez-vous. Dès qu'ils reçoivent la requête, ils sauront que c'est telle personne. Respectez les CGI, respectez les indicatifs sur le robot TXT et au besoin, signez des conventions. Souvent, les grands sites là, si c'est surtout pour les universités, les chercheurs et autres, si vous signez des conventions, ça passe, hein, ils n'ont pas trop de problèmes. Et le mieux même, c'est d'avoir des API. Parce que la finalité, ce n'est pas le web scrapping, mais la finalité, c'est d'avoir les données. Si vous vous souvenez sur la diapo, au début sur les données, c'est ce que je vous ai montré. L'objectif pour vous, c'est d'avoir les données. Maintenant, au lieu d'être là à écrire un programme qui va scraper les données ou acheter une application qui coûte cher, s'ils peuvent vous donner une API, ils vous fournissent uniquement les données dont vous avez besoin avec une clé. Chaque jour, vous appelez l'API et vous avez vos données et vous téléchargez. Ça se fait aussi de temps en temps. Et surtout, savoir pitcher ses besoins. Je pense que souvent, nous les ingénieurs, c'est un peu ça notre limite, nous les techniciens, les chercheurs, c'est que, excusez-moi, je vais revenir juste à ce diapo-là, vous allez comprendre. Ça dit aujourd'hui, si tu travailles dans le e-reputation, donc tu récupères des données de beaucoup de sites web, tu parviens à mettre en place un modèle pour savoir quelle est la réputation de notre entreprise, ainsi de suite. Quel que soit l'exemple, il faut savoir à qui vous le présentez. Ou bien quel exemple je peux donner? Oui, je peux prendre, oui, là, le 11 par exemple. Vous venez dans une équipe marketing à qui on sache d'aller récupérer des emails, des téléphones et autres. Peut-être on les paye. Ou bien, je prends le 3, le ministère du Commerce, l'Agriculture ou l'ANSD, avec l'indice des prix qui délègue des enquêteurs qui partent recueillir des données pour produire des indices, faire tout un calcul pour sortir des indices. Vous avez un projet de web scrapping qui automatise tout le travail qu'ils font eux et vous venez le présenter à un superviseur, mais il va se dire que ce monsieur-là, si son truc marche, nous, on va nous remplacer. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut savoir pitcher son projet. Alors que peut-être si tu le présentes à un responsable ou à un directeur, là, ça peut l'intéresser parce qu'il va voir un peu l'innovation et le temps qu'ils vont gagner et l'argent qu'ils vont gagner. Peut-être même que ces gens ne vont pas être exclus, mais on va les réorienter vers d'autres choses. Mais si vous avez un bon projet technique et vous le présentez à un agent, il risque de ne pas laisser passer votre projet. Aujourd'hui, les assistantes qui font souvent ce travail de marketing aussi pour récupérer des adresses et autres, peut-être ils sont payés sur le nombre de lignes remplies. Vous automatisez cette collecte de données et vous voulez le présenter à la secrétaire, mais elle risque de ne pas laisser passer. Alors que si vous le présentez au directeur, là, ça passe. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait dire ici. Donc, votre projet, il n'y a pas une seule manière de faire le scrapping. Tout dépend des réalités de votre projet, mais sachez à qui vous allez le présenter et comment vous allez le présenter. La manière dont je présente mon projet web scrapping aux spécialistes AI de Galsen AI, c'est différent de la manière que je vais le présenter à un DG. C'est différent de la manière à laquelle je vais le présenter à un enquêteur ou à un étudiant. Donc, dépendamment de la réalité, je vais dire telle ou telle chose. Donc, vraiment, notre recommandation issue de nos expériences de travail sur le web scrapping, c'est ça. Maintenant, quand vous avez un projet à mettre en place, comme tout projet, soyez smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tout dépend de la réalité, comme je le disais. Tous les projets de web scrapping ne se passent pas de la même manière. Tout dépend de la réalité du projet. N'oubliez pas que aussi il y a plusieurs composants dans ces genres de problèmes. Parce que le web scrapping, dans la chaîne de la data science, se trouve surtout sur la partie acquisition. Je peux dire c'est surtout la partie data analyse, même si tu travailles avec d'autres. C'est pas parce que tu scrapes les données, tu poserais que c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui vont venir après. Tu es appelé à travailler avec d'autres. Et souvent, si vous n'êtes pas un spécialiste du web, par exemple, vous devez commencer par le webmaster. Parce que c'est au webmaster de vous expliquer comment les données sont imbriquées, tout ça. Bon, ça, on y reviendra tout de suite après. Les données que vous collectez,
il faut qu'il se mette dans le bon pipe pour que les autres puissent l'utiliser. Et côté technique, les recommandations que nous donnons pour les projets, donc définissez bien le besoin. Hein. Quand je dis smart, c'est tout ça. Définissez bien le besoin, le cadre et le besoin. Partant de ça, vous proposez un certain nombre de techniques. Peut-être on va acheter tel outil pour aller vite. Peut-être on va faire du codage puisqu'on a quelqu'un dans l'équipe qui sait coder, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas la partie liée à la, à la loi, comme j'ai dit. Donc, faites toutes les déclarations nécessaires, les qui nécessaires. Pour chaque projet, tout dépend de la réalité. Souvent aussi, il est recommandé de ne pas être trop technique. Parce que si tu es trop technique, d'accord, tu parviens à faire un travail qui permet de gagner beaucoup d'argent, mais les gens pourraient ne pas accepter. Et si l'autorité dit que non, moi, je n'ai pas besoin de signer de convention avec tel, bon, ça peut poser problème. Il faut savoir les convaincre. Donc, côté data engineering, pensez toujours à créer des staging areas. C'est très important. Parce que si vous collectez les données automatiquement et vous les mettez dans votre base de données, vous risquez d'avoir des problèmes. Je m'explique. Supposons, je prends l'exemple de Jumia. Quelqu'un qui travaille, qui surveille les données de l'artisanat, je donne un exemple, il surveille les produits de l'artisanat. Est-ce que ton bot va aller récupérer les données tous les jours? Bon, si les données du site changent tous les une semaine, tu n'as pas besoin d'aller tous les jours récupérer les données. Vous voyez. Maintenant, les données que tu as récupérées à la semaine 1, à la semaine 2, il y a 10 semaines en arrière, il faut savoir faire ces différences pour ça. Il faut savoir faire ces différences pour ça. Pour ça, ce qu'on recommande, c'est toujours de mettre en place d'abord un staging area, mais de créer un modèle de données. Bon, moi, j'utilise le plus souvent le modèle pas identique. Le modèle de données, c'est quoi? C'est qu'éviter de récupérer des données de Jumia, vous mettez dans une table, les données de Soumari, vous mettez dans une table, les données de tel site, vous mettez dans une table. Vous voyez, ça peut être compliqué après. Autant créer un modèle et vous stockez toutes ces informations sur la source, ainsi de suite. Ça, je vous montrerai avec le bout de code que je vais montrer tout à l'heure. Autre chose, documenter et mettez des règles de codage. Comme en ingénierie logicielle. Sans règles de codage, souvent, on vous demande d'intervenir dans un projet de web scrapping, mais franchement, malgré toute l'expérience que tu as, quand tu viens, tu ne peux pas faire grand-chose. Parce que le premier à faire le travail, il a écrit des centaines, des milliers de lignes de code Python, mais il n'a pas laissé de documentation et il n'a pas architecturé les choses. Or, puisque moi, je ne connais pas encore de framework côté, comme le font les frameworks côté logiciel, quoi, où vraiment la production logicielle est totalement encadrée avec des règles de nommage, tout ça. Ici, chacun code comme il veut, comme chacun appelle ses variables comme il veut, chacun fait ses boucles comme il veut. Donc, finalement, on se retrouve facilement, on peut se retrouver avec du code Python extrêmement compliqué. Peut-être si on utilise des outils comme ça, c'est moins compliqué parce que là, il y a des séparations et autres. Mais certains peuvent vous donner du bout de code qui est tout dans... quel exemple je peux vous montrer? Je ne sais pas. Je vais vous montrer après un exemple. On peut vous donner un fichier qui contient des milliers de lignes de code. Bon, vraiment, avant de se retrouver, ça va être très compliqué. Avec les fonctions récursives, tout ça. Donc, ce qui veut régler tout ce problème, documenter, coder. Autre chose, quand vous scrapez des données, ne commencez pas par attaquer tout le site. Moi, je peux vous montrer avec la 4e méthode, donc la méthode statique. Chaque fois que j'essaie de lire des données, que ça soit avec des tests, que ça soit Jupyter, que ça soit tout, je ne commence jamais par essayer de pomper toutes les données là. Parce que là, ça va envoyer beaucoup de requêtes sur le site. Ça peut alourdir le site et le site va vous bloquer. Donc, je commence toujours, par exemple, par essayer de récupérer un seul produit. Si ça marche, je prends 2 produits. Si ça marche, je prends une page. Si ça marche, après, j'essaie de voir maintenant comment boucler entre les pages. Donc, ça aussi, c'est important. Ne commencez jamais par vouloir récupérer toutes les données du site. Vous risquez de faire tomber le site de quelqu'un. Et s'il y a une boucle infinie, là, facilement, on peut vous détecter comme quelqu'un qui est en train de faire un DDoS, quoi. Parce que souvent, avec Selenium, comme on va le voir, les gens l'utilisent pour faire tomber les DDoS des sites en recrutant des zombies. Et surtout, il y a la difficulté de mise à jour. Ça, je pense, vous tous, bon, en tout cas, ceux qui ont déjà utilisé les langages de programmation ou Python, ils savent bien de quoi je parle. Souvent, vous mettez en place un script pour récupérer des données. Ça marche, vous voyez. Un jour, OK, on doit récupérer les données. Aujourd'hui, on lance, tac, on a ce bug. Alors qu'on n'est pas des développeurs Python. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez,
il y a des mises à jour à faire sur les plugins, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi souvent, les gens préfèrent acheter des outils déjà faits pour récupérer les données. Et s'il y a des mises à jour, ils contactent l'équipe technique. Donc, si vous engagez demain quelqu'un pour vous écrire un programme Python, que ce soit Beautiful, Selenium ou tout, pour collecter des données, demandez-lui au cas où il y a telle erreur, qu'est-ce qu'il faut faire. Ou bien quand il y a mise à jour des packages, comment ça va se gérer. Donc, programmer les scripts aussi à des heures de non-production. Évitez de lancer vos scripts pour attaquer les serveurs des gens en heure de production parce que bon, évidemment, ça alourdit. Ça alourdit et souvent, c'est source de blocage. Est-ce que la liste est exhaustive? Bon, avant de passer aux démos, la liste des recommandations n'est pas finie. Il y a d'autres que je n'ai pas mis. Par exemple, utilisez le plus de serveurs possible. Donc, si vous devez faire un travail de web scrapping, au lieu de vous limiter à votre machine seulement, de toute façon, des sites comme que ce soit Jumia, Sumario, dès qu'ils détectent un certain nombre de requêtes, ils vont vous bloquer. Ils vont bannir votre IP. Non seulement ils le bannissent, mais souvent ils le mettent dans le robot TXT. Donc, même si tu passes par un autre serveur pour essayer de router, dès qu'ils te détectent, ils vont te bloquer. Parce que les robots TXT communiquent entre eux à travers les web crawlers. Donc, d'accord, même si tu as réussi à router ton IP ou passer par des VPN, mais aujourd'hui, il y a des outils qui parviennent à détecter l'IP origine, et sur ça, ils te bloquent. Donc, pour ça, comme je dis, diminuez le nombre de requêtes que vous allez lancer au serveur en faisant page par page, ou bien, moi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Dans mes scripts, vous allez voir que partout, j'ai commenté un for 2. Donc, je commence par lire deux lignes. Dès que j'atteins 2 lignes, je m'arrête pour ne pas perturber le site. Et quand je pars en production maintenant, j'attends la nuit pour enlever les commentaires et je pompe toutes les données. Vous voyez. Donc, utilisez le maximum de serveurs à votre disposition pour ne pas le bloquer. Et les outils comme Octaparse, comme je disais, des outils conçus pour vendre, pour récupérer, pour faire du web scrapping qui se vendent aujourd'hui, c'est ça leur force. Par exemple, eux, ils ont des centaines de serveurs à travers le monde. Dans chaque serveur, ils mettent des serveurs virtuels, ce qui leur fait presque des milliers de serveurs. Et toi, quand tu veux scraper les données de Jumia et que tu achètes la solution, toi, tu ne fais qu'un clic. Donc, tu tapes Jumia, tu cliques, les données sont là, tu récupères. Mais derrière, ils font du sharding. Donc, comme ça se fait en big data, ils prennent ta requête et ils le distribuent à 1000 serveurs. Donc, si ta requête devait être lourde au niveau de Jumia, ils le distribuent aux 1000 serveurs et chaque serveur le distribue à ses machines virtuelles, ainsi de suite. Et ils font des limitations pour que chacun va attaquer Jumia, récupérer des données, mais l'un va passer par la France, l'autre par l'Angleterre, l'autre par l'Allemagne, et après, il t'amène toutes ces données. Cette architecture-là, si toi, le développeur, tu dois le mettre en place, souvent, c'est difficile parce qu'il faut des compétences réseau, il faut des compétences data science et autres. Donc, globalement, c'était ça. Maintenant, je passe rapidement aux démos parce que je voudrais terminer dans les 1 heure pour passer aux questions-réponses. OK, aujourd'hui, j'ai ce site-là. Je dois récupérer des données dans Jumia. Je donne juste un exemple. Je donne un exemple. Donc, il y a un plugin qui s'appelle Simple Scrapper. Supposons que je dois récupérer des données sur des imprimantes. Je prends n'importe quel site. C'est valable sur AliExpress, Amazon, tout ce qu'on veut. Je veux récupérer ces données-là, comme je vous ai dit. Être là à copier les données une par une, ça pose problème. Je n'ai pas de compétences de programmation. Je n'ai pas d'argent pour acheter des outils comme Octaparse et autres, des outils d'intelligence artificielle qui font du scrapping. Il y a des plugins comme Simple Scrapper que vous pouvez installer tout de suite. Il est là, par exemple. Ou bien tu fais un sujet de mémoire en économie, en géographie, en statistique. Tu veux des données et tu es pressé, tu peux utiliser ça. Vous voyez, vous l'installez, vous ouvrez la page que vous voulez scraper et vous le lancez. Il est là. C'est où encore Simple Scrap. Vous voyez, je lance. Dès que je lance, il me dit, est-ce que je veux voir les résultats antérieurs? Bon, je veux consulter le guide ou bien scraper ce site web. Vous voyez, je clique. Et il va détecter, donc ce que fait le programmeur pour instancier les différentes balises HTML, CSS et autres, lui, il le fait. Et vous voyez, il me dit ajouter une propriété. Donc, je clique là. Vous voyez? Et je dis, supposons que je veux récupérer les noms. Donc, il me suffit de cliquer sur un nom et tout ce qui est sur la page, il détecte les autres noms. Par exemple, je peux l'appeler nom produit. Non, prod. Et je valide. Il me dit, il a sélectionné 96 éléments dans la page. Je valide. Supposons que je veux les prix. J'ajoute une deuxième propriété ici. Regardez.
et je clique dans prix. Donc, il se base sur là où tu as cliqué pour essayer de généraliser ça sur la page. Supposons c'est prix. Et je peux récupérer tout ce que je veux. Hein. Je fais OK. Je peux ajouter autant d'éléments que je veux, mais sur la page courante. Après, je fais voir les résultats. Et vous voyez, les données que j'ai sélectionnées sont là. Et il me donne la possibilité de le télécharger. Hein. Format JSON qui est là. Format CSV qui est là. Si je veux télécharger, je fais download. Enjoy your download. If subscribe, save your time. Please click here to read the app. Bon, ça, c'est pour avoir des rates. Et c'est des outils open. Hein? Donc, vous voyez, là, je lance mon truc. Il est là. Et vous voyez. Donc, données. Donc, c'est encore convertir. Et je prends mon séparateur. Mon séparateur, ça doit être quoi? Je pense que c'est virgule. OK. Next. Terminé. Et vous voyez, mes données sont là. Mais comme je dis, vous voyez, j'ai bien récupéré toutes les données. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez laisser un simple scrap. Excusez-moi aussi de la publicité, mais je vais rapidement vous dire qu'au niveau de notre chaîne Académie Performance Digitale, j'ai fait suffisamment de vidéos sur ça, hein, sur les big data. Sur Simple Scrap aussi, nous avons fait une vidéo où on vous explique comment ça marche et d'autres outils comme ça pour faire du scrapping rapide. Hein. Bon, vous allez m'excuser de la publicité. Hein, donc, c'est Académie Performance Digitale. Bon, je vais le donner peut-être à l'autre qui va le poster. Mais vous voyez, mes données récupérées sont là. Bon, et là, je peux faire mes traitements maintenant. Mais la difficulté avec ces plugins, comme je vous dis, souvent, regardez le problème. Il faut revenir pour faire du travail sur les accents. Souvent, il y a un problème avec les accents. Bon, ici, c'est pas. Oui, vous voyez. Donc, il faut gérer l'encodage. Il y a un problème avec les montants et autres. Alors que si j'étais en train de coder moi-même, je pourrais récupérer les données comme je veux. Donc, c'est un exemple que je voulais vous montrer. Il y a beaucoup d'autres outils. Hein. L'autre limite souvent de ces outils aussi, c'est que si je voulais aller en profondeur pour ouvrir les autres pages, à partir d'un certain moment, il te limite. Il te limite et il te dit qu'il faut acheter une licence. Donc ça, c'était un exemple. L'autre exemple, je vous montre avec du code maintenant. Bon, donc la première option, c'est direct. La deuxième option, c'est avec des plugins. La troisième option, c'est en codant. En codant, vous voyez, c'est un peu les étapes qu'il faut respecter. Je préfère souvent coder moi-même. On lit les informations sur le robot TXT, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise un modèle de données pas identique. L'avantage, c'est que, comme vous savez, puisque je suis appelé à récupérer plusieurs données de plusieurs sites, l'idée, c'est de créer un modèle de données qui va, comment on dit encore en programmation, qui va engendrer toutes les données collectées, quoi, pour que je puisse faire des requêtes après sur quel site, ainsi de suite, où est-ce qu'on a récupéré telle donnée, ainsi de suite. Donc, le maximum d'informations possible, même s'il y aura des nuls, je mets tout, vous voyez, le lien, donc le lien href. Ça aussi, je vous le recommande fortement, vous voyez, là, il nous le donne. Lorsque vous scrapez des données, ne vous limitez pas seulement à scraper le nom, le prix, est-ce que c'est disponible, tout ça, mais prenez l'URL, gardez toujours l'URL, parce que pour des analyses futures, ça peut vous être utile. Vous voyez la catégorie, j'essaie même de garder la source quoi, Soumari, site du ministère, site de tel, la catégorie, la sous-catégorie et la sous-catégorie si ça existe, le nom, le branding, le UID, le prix, le regular price. Ça aussi, si vous travaillez avec des données de prix, je vous le recommande. C'est-à-dire, ne collectez pas seulement le prix. Souvent, vous voyez, il y a le prix à l'instant T et le prix avant promotion. Prenez toutes les deux informations. C'est toujours mieux. OK. Bon, en tout cas, on prend de toutes les informations possibles et surtout le date time. Prenez toujours le date time aussi, ça va vous aider. Et là, je crée ma classe maintenant qui hérite de mon modèle de base. Première étape. Deuxième étape, quand vous stockez, vous scrapez des données en utilisant la méthode purement manuelle, là, la première étape, vous aurez besoin de savoir comment les données sont constituées sur le site. Souvent, sur les sites e-commerce, en tout cas, il y a toujours une page qui regroupe tous les produits. Donc, si vous êtes intéressé, juste cette page-là suffit. Mais sinon, il faudra parcourir le menu. Vous êtes obligé de récupérer tous ces menus. Bon, ça, c'est au cas où vous voulez récupérer toutes les données du site. Quoi. Je m'explique. Si vous voulez récupérer toutes les données du site, il faut faire une boucle. Et pour ça, il me faut la liste des menus. Donc,
je suis obligé de récupérer toutes ces informations-là et les stocker dans une liste. Hein? Mais l'avantage de Beautiful Soup comme Selenium, les outils Python, c'est que dès que tu donnes un lien, ils peuvent parcourir l'arbre et te donner les autres liens. Vous voyez, là, quand je clique par exemple, vous voyez, la page s'ouvre. Donc, je dois scraper cette page. Là, quand je clique, je dois scraper cette page qui est en bas, cette page qui est en bas, ainsi de suite. Ça, je ne peux pas le faire manuellement, mais je vais faire une boucle. Donc, comment le scrapping se passe maintenant? On commence toujours par faire clic droit, on fait inspecter. L'idée, c'est de passer par l'élément CSS ou HTML qui englobe les éléments et pour parcourir ma liste. Donc, le scrapping, c'est toujours comme ça, en utilisant la programmation de ce que je sais moi. C'est-à-dire, je ne peux pas venir là, tac, j'écris mon code Python. Mais le code Python, je vais lui dire que tu navigues et quand tu arrives à là, donc clic droit, inspecter sur n'importe quel bout du code HTML, arrivé là, tu me charges toutes les données qui sont là, à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, j'essaie de détecter l'élément le plus en bas pour faire ma boucle href. Vous voyez. Bon, donc normalement, c'est par là où je dois passer. Vous voyez, je prends un élément, clic droit, inspecter. Là, je vois que le menu boutique, regardez, il est là. Ah non. Vous voyez, quand je déplace le A, donc, je dois parcourir ces A-là. Donc, attends, je ferme. J'espère que vous me suivez. En même temps, regardez le A, boutique officielle. Le deuxième A, téléphone et tablette, ainsi de suite. Donc, il me faut pour parcourir à partir de cette classe-là, bon, sauf si la classe se répète. Si ça se répète maintenant, j'essaie de passer par un div, mais j'essaie de passer par ça et je récupère le texte qui est entre les deux. Vous voyez, le texte qui est entre les deux, là, c'est ça que je dois récupérer. Si je veux récupérer le lien qui est derrière, parce que avec Selenium, on va voir que non seulement on peut récupérer ces données, mais on peut déclencher un clic pour cliquer le lien qui est en background. Donc, je récupère ce qui est dans le href et c'est ce que vous voyez ici. Donc là, j'ai défini ma variable et là, je parcours l'ensemble des différents menus que je stocke dans un tableau. Parce que sinon, je serais obligé moi-même de faire un script qui va scraper page par page. Pour éviter ça, je stocke tout dans une liste et il peut me les récupérer ici. Bon, ça c'était vers la fin. OK, ça, c'est parce que j'ai juste récupéré les données dans une page qui n'est pas très compliquée. Et après, bon, avant de sauvegarder, je fais un certain nombre de sauvegardes. Donc là aussi, bon, ça, c'est des règles de programmation. Hein. Je donne le nom du fichier, puisque je vais récupérer des fichiers. Je mets le nom du second, tout ça, les séparateurs. Après, je prends les liens simples, vous voyez. Bon, là, j'étais dans le cas où je dis, moi, la seule page qui m'intéresse, c'est la page shop. Donc, les autres, je les ai juste récupérés comme ça pour pouvoir visualiser. Là, voici les données des catégories électriques. Là, une catalogue spécifique, ainsi de suite. Et là, comment on choisit les données dans une catalogue. Bon. Mais le plus important, bon, là aussi, ça ne m'intéresse pas trop. Oui, je pense ce qui vous intéresse, c'est surtout ça. À partir d'ici, bon, là, quand j'ai utilisé tout à l'heure Simple Scrapper, vous avez vu, j'avais des problèmes avec les encodages et les montants. Souvent, vous récupérez les données dans un site, il y a des données en euros, il y a des données en CFA. Pour éviter ça, moi, je crée juste une fonction qui se charge de préparer tout ce qui est currency. Et la fonction dont j'ai besoin, elle est là. Elle fait quoi? Elle part dans les données d'une catégorie, il se base sur les données, sur la balise UL d'abord, et il prend la classe product, il récupère toutes les données et il me les stocke. Mais pour faire plus simple, attends, je vous montre. Donc, je peux venir ici, je prends le site que j'ai dit. Maintenant, la manière de lire les données, ça dépend du site. Hein. Chaque site avec sa manière dont les balises HTML ont été conçues. Donc, vous voyez, supposons que je veux récupérer ces données-là. Comme tout à l'heure, je viens dans le premier élément, clic droit, inspecter. Quand je fais inspecter, regardez, j'essaie de voir comment les données sont structurées sur le bout de code. Vous voyez? Là, je suis dans le premier produit, je peux fermer. Regardez, je suis dans le premier. Regardez quand je déplace la souris, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et là, je me dis que donc, le parent, il est là. Vous voyez? Je passe par ce parent-là et je boucle pour chaque LI. J'entre en profondeur dans le A et je récupère mes données dont j'ai besoin. Normalement,
C'est ce que vous voyez ici. Bon, là, peut-être je vais programmer une séance beaucoup plus détaillée parce que là, c'est de la technique. C'était pour vous montrer quoi. Mais juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, n'importe quel site que vous voulez scraper, je peux prendre n'importe quel autre exemple. Voici un exemple dans Wikipédia. Je veux récupérer ces données-là automatiquement pour les stocker. Même chose, je viens là, clic droit. Oups, j'ai fait un tri par erreur. Clic droit, inspecter. Quand j'inspecte, je descends en profondeur. Vous voyez, donc je vais passer soit par la balise classe row tel tel, ou bien je passe par le t-body, ainsi de suite. Donc, avec Beautiful Soup, vous voyez qu'il y a toutes ces possibilités. Hein. On peut passer par l'élément mère qui contient tout, on boucle une par une. Comme on peut passer par la classe CSS, on peut passer par le TD même. Hein, et il va vous donner le contenu là, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Bon, après, j'ai fait une fonction récursive maintenant pour récupérer les données. Et vous voyez, comme je vous disais, chaque fois que je scrape, en mode test, je m'arrête à 3 ou 2 pages pour ne pas saturer la page de l'autre. Vous voyez, là, je récupère mes données et vous voyez, je prends toutes les données une par une. Je stocke tout à la fin dans un data frame qui est là. Donc, aujourd'hui, il me récupère toutes les données et pour chaque donnée, vous voyez, il me donne le lien jusqu'au détail près. Il me sort le prix, il me m'isole le currency et est-ce que c'est des données en stock ou non. Vous voyez, bon. Après, maintenant, si je suis intéressé, avant d'exporter les données comme ici, je peux faire quelques visualisations avec mon Pandas pour voir ce que ça donne. Bon, peut-être ça, ça ne m'intéresse pas, il faut que je parte vers ça, ainsi de suite. Mais globalement, je voulais vous donner un aperçu. Peut-être on pourra avoir une séance beaucoup plus poussée où on va aller détail par détail parce que ce n'est pas en 2 heures de temps qu'on peut tout parler sur le web scrapping. Après, avec Selenium, bon, donc l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Beautiful Soup. Hein. Avec Selenium, la seule chose qui change, bon, je pense que j'ai un exemple ici. Regardez, donc avec Selenium, quand je clique, il va ouvrir un navigateur. Donc regardez quand j'exécute, contrairement à Beautiful Soup qui fait les choses en background, là, je pense que c'était où encore? Vous voyez, regardez, ça, je n'ai pas touché, hein, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Donc, la différence de Beautiful Soup avec Selenium, en partie, c'est ça. Et l'avantage, c'est que souvent, tu viens pour récupérer les données sur un site ou tu viens visiter un site et vous voyez que à un moment, il vous exige de vous authentifier avec un CAPTCHA. Donc, il y a un CAPTCHA, surtout les CAPTCHA Google là, qui sont très, très sévères, ou bien les Cloudflare. Il va vous dire il faut vous authentifier, ou bien il faut confirmer que vous êtes un humain. Ça, si je passe par Beautiful Soup, ça risque d'être compliqué parce que je n'ai pas d'interaction avec le navigateur. Alors qu'avec Selenium, moi-même, je peux donner des éléments sur le navigateur, je simule la connexion, je peux donner des paramètres, ainsi de suite. Donc, Scrappy, pour dire vrai, j'ai juste fait des tutos pour voir comment ça marche, mais je n'ai jamais travaillé jusqu'au fond sur ça. Donc, globalement, un peu, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, Octaparse aussi, la clé que j'avais achetée est expirée. Moi, je vois qu'ils sont un peu sévères dès que ton qui est terminé. Bon, donc là, c'est un autre exemple avec Selenium, vous voyez. Donc, il faut un environnement de travail qu'il faut installer, donc le Chrome Driver, tout ça, faire les configurations nécessaires. Et comme je dis, on peut attaquer les données par des sélecteurs CSS ou bien directement par un XPath. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je viens dans YouTube, supposons dans notre chaîne, on va récupérer l'ensemble des titres de vidéos, des nombres de vues, tout ça. Si j'utilise du Selenium, et c'est valable pour Beautiful Soup, à tout instant, je peux attaquer les données par XPath. Bon, c'est le même XPath que le XML qu'on connaissait. Hein. Donc, je fais clic droit, vous voyez, inspecter. Et quand j'inspecte, il me suffit juste de dire ça. Supposons que je veux récupérer le titre de la vidéo. Regardez, j'essaie d'abord de regarder où se trouve le titre de la vidéo. Il est là. Et dès que je fais clic droit, copier le XPath. Donc, vous voyez, copier le XPath ou copier le XPath complet. Il me donne le XPath. C'est exactement ce XPath que je vais prendre, le donner ici. Et dès que j'appelle ma variable, dès que je fais un print, il me l'affiche. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça la force. Donc, je navigue jusqu'à l'élément que je veux récupérer. Je passe par XPath, je donne, il me donne les données. Bon, je peux passer par sélecteur par CSS, sélecteur par ainsi de suite. Donc là, c'était un exemple avec Beautiful Soup. Et peut-être là où je vais terminer, c'est un peu vous dire que dans notre chaîne YouTube, ces informations sont disponibles.
N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de l'équipe de Galsen AI avant d'ouvrir les questions-réponses. Peut-être la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est le blocage par les Cloudflare, comme je vous dis. Chaque fois que vous visitez un site, vous pouvez voir un peu l'outil WAF qu'ils ont utilisé. Bon, là, bon, peut-être c'est parce que je suis dans YouTube, mais je vais voir avec Jumia. Je pense que certains d'entre eux ont le Cloudflare comme outil de WAF. Bon, les WAF, c'est les outils de surveillance. Hein. Bon, soit ils ont du Cloudflare, soit ils ont d'autres, mais le plus souvent, pour éviter d'être bloqué. Donc, comme je vous dis, la première chose, j'insiste encore sur ça, l'aspect légal, commencez par vous déclarer. C'est un peu ce que vous voyez ici. Je commence toujours par me déclarer. Pour se déclarer, si vous utilisez la partie Python, c'est juste ce que vous faites. Si vous utilisez des outils comme Simple Scrapper, le plus souvent, il se base sur les identifiants que tu as utilisés pour te connecter. Maintenant, quand tu utilises des outils comme Octaparse et autres, les outils d'intelligence artificielle déjà faits, c'est un peu ça la difficulté. Eux, c'est comme si c'est pas toi qui pars scraper les données, mais c'est eux qui partent scraper les données. Bon, après, ils ont des conventions et autres, mais si vous utilisez tout le codage, recommandation finale donc, déclarez-vous en mettant cette variable-là. Utilisez un modèle de données pour rendre vos données sur la même structure. Pensez à bien parcourir la structure du site. Utilisez les éléments de pagination aussi pour récupérer les pages, parce que pour récupérer les données, il ne suffit pas de récupérer les données là seulement. Vous voyez? Mais bon, là, c'est parce qu'il y a une seule page. Mais s'il y a plusieurs pages, il faut récupérer les données page par page. Donc, n'oubliez pas de faire une fonction qui va se charger de naviguer entre les pages. Vous voyez? Il faut récupérer les données là, mais il faut boucler pour récupérer ces données-là, ces données-là. Bon, pour ce site-là, c'est moins complet parce que regardez en bas à gauche, la pagination n'est pas dynamique. Dès que je déroule la souris, la pagination ne change pas. Et je peux fixer la variable 3 ici pour dire que le nombre de pages, c'est 3. Ou bien, je passe par le next page. Quand j'inspecte, je vais essayer de récupérer le nombre total de pages en me basant sur ça. Donc, à partir de ça, je vais dire le dernier LI qui vient avant la classe là, c'est ça le nombre de pages. Donc, vous voyez. Et avec ça, donc, j'ai résolu tous mes problèmes que j'avais. J'ai plus de problème de blocage parce que je me suis déclaré. Que la pagination soit dynamique ou non, je parviens à récupérer le nombre de pages qui m'intéressent. Et après, je récupère les données. Donc, n'oubliez pas aussi que le scrapping, ce n'est pas seulement les données, mais on peut récupérer les images. Hein, on peut récupérer des images, on peut récupérer un certain nombre de choses. Mais le plus souvent, il faut y aller étape par étape. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais présenter. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Et je vais certainement donc redonner le floor à la dame au cas où il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, Demba, pour la présentation. Nous passons aux questions. Si vous avez des questions, merci de les noter au niveau du chat. Comme ça, Demba va répondre au fur et à mesure. Alors, nous Ok, avons une question de Biram. Existe-t-il des entreprises spécialisées dans la prestation de services de scrapping au Sénégal? Ok, très bonne question. Là, moi personnellement, j'en connais pas. Bon, je sais qu'il y a des entreprises maintenant qui peut-être ils le font, mais je ne le connais pas de la liste des services comme les BAMTU et autres. Mais moi, j'ai dit à Biram, je ne sais pas votre statut actuel, mais ça, c'est une occasion pour les jeunes. Bon, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, c'est une porte ouverte pour mettre en place un startup et gagner de l'argent avec. Et gagner de l'argent avec. Mais maintenant, je précise, comme je l'ai dit dans l'un de mes diapos, évitez de vouloir dire j'ai une boîte et je vends des services de scrapping. Les gens vous disent c'est quoi scrapping? Autant fournir des solutions. Parce que dans l'entrepreneuriat, si vous voulez aller loin, c'est ce que je vous recommande. Ne vendez pas des trucs de prestation. Là, ça va être difficile. Ce n'est pas trop rentable. Mais vendez un service. Pourquoi pas travailler avec un développeur, mettre en place une plateforme qui te compare aujourd'hui les prix sur la mangue. Et vendez ça aux producteurs de mangue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien les jeunes en chômage, mettre en place un système
qui derrière va aller scraper les données sur les différents secteurs de l'emploi, et vous créez une application où vous demandez un abonnement, ou bien un truc de prospection automatique. Vous le vendez aux entreprises qui ont besoin de faire de la prospection. Ne leur vendez pas le web scrapping, mais vendez-leur un outil qui va leur permettre d'automatiser la collecte de données pour la production. Vous voyez là où je veux aller. Donc, proposer des services aux clients pour, leur permettre de régler leurs besoins. Mais si tu leur dis, moi j'ai un service de web scrapping, ils risquent de ne pas trop comprendre. OK, merci. D'accord. Alors, nous passons à la question de Boubacar. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être spécialisé en scrapping? Bon, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par spécialiste, mais bien sûr, hein. Et comme je dis, je l'ai dit à un moment de ma présentation, n'oubliez pas que la data science, c'est tellement vaste. Il y a la partie architecture du projet data science, il y a la partie data engineering, hein, il y a la partie data analysis, il y a la partie data science pure, la partie même mise en place de modèles, entraînement, tout ça. Mais le web scrapping, moi, je dirais, se situe plus sur la partie acquisition des données. Donc, il vous aide à acquérir des données. Effectivement, donc vous pouvez vous spécialiser dans ça. Mais rien ne vous empêche donc de vous spécialiser aujourd'hui dans la partie data engineering. Mais data engineering, ce n'est pas seulement web scrapping, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais vous pouvez vous spécialiser dans ça, effectivement. Et comme je dis, énormément de gens partent collecter des données, alors qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui le web scrapping. Maintenant, ce n'est pas seulement technique. Donc, si vous voulez vous spécialiser dans le web scrapping, Boubacar, ce que je vous recommande, ne pense pas que tu vas seulement te limiter à la partie technique, hein, mais il faut maîtriser la législation, maîtriser un peu d'aspect réseau aussi, parce qu'au cas où ton truc sera bloqué et autres. Et moi, je pense, je lance même un défi à Galsen AI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voici une opportunité pour pousser des jeunes à monter des startups. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà mis en place des modèles d'intelligence artificielle, mais je me demande avec quoi vous l'avez entraîné. C'est la question que je me posais. D'où est-ce que vous avez obtenu les données? Parce qu'avoir beaucoup de données comme ça, ce n'est pas évident. Alors qu'avec le web scrapping, rien qu'avec le e-commerce aujourd'hui, tu peux attaquer 100 sites. Chaque site, tu récupères tellement de données, ça enrichit ton modèle. C'est mieux que de faire un TP où on te donne un fichier Excel déjà préparé par des Canadiens ou des Anglais, où tu prends le fichier, tu mets. Bon, moi, je pense que c'est intéressant pour celui qui fait de la data science, que ce soit machine learning, tout ça, deep learning, tout ce que vous voulez, NLP. Mais c'est beaucoup plus intéressant si vous êtes à l'origine même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes à l'origine, vous voyez les données sous format Excel, sous format tel, sous format tel. Donc, vous avez même quelques notions de data engineering, parce que c'est mieux qu'on vous donne un fichier déjà préparé où juste vous mettez et vous travaillez. C'est une possibilité. Merci. D'accord. On passe à la question de Serine Modou. Bon, je voulais savoir à quel niveau on doit intégrer les codes pour éviter qu'on scralle notre site. Ah oui, très bonne question. Là aussi, je l'ai abordé. Peut-être je n'ai pas mis trop de temps. Attends, je repartage. Effectivement. Donc, moi, je pense que tous ceux qui participent aujourd'hui à cet atelier, même si vous n'allez pas scraper des données tout de suite, vous devez vous préparer aussi, parce que sinon, n'importe qui va se lever et va venir scraper votre site. Pour éviter cela, je pense que vous voyez mon écran. La première chose que je vous demande, mettez, bon, supposons votre site, quel exemple de site je peux donner? Bon, je prends Galsen AI. Tu travailles à Galsen AI, tu veux protéger ton site. Première chose, mets un robot TXT. Quand tu mets ton robot TXT, toi, tu définis tes règles. Tu dis, vous êtes autorisé à faire ça, à ne pas faire ça. Ça, c'est sur le plan, bon, mise en place de bonnes pratiques. Maintenant, sur le plan technique, la deuxième chose que je vous recommande, c'est d'avoir un WAF. Bon, comme Cloudflare, quoi. Je pense que vous connaissez tous Cloudflare. Cloudflare, c'est quoi? Ce que vous mettez dans votre fichier root.php, vous achetez un service CE, vous leur dites que celui qui attaque mon site avec telle condition, tu le bloques. Donc, s'il lance des requêtes qui dépassent telle chose, tu le bloques. S'il fait telle chose, tu le bloques. Donc, et c'est lui qui s'en charge. Bon, c'est un outil de protection anti-DDoS aussi. Hein. Donc, souvent, vous avez des milliards de requêtes qu'on vous lance. C'est le Cloudflare qui intercepte ça. Parce que c'est un ensemble de serveurs au niveau mondial aussi qui sont interconnectés et qui utilisent des techniques de machine learning derrière pour détecter un peu tout ça. Donc, dès que les gens vous attaquent, ils ne tombent pas directement sur votre site, mais ils tombent sur eux.
et c'est lui qui donne l'autorisation d'aller sur votre site ou non. Donc, moi, je vous recommande aussi le WAF. Ça, si vous l'avez, bon, avec d'autres outils de surveillance, il n'y a pas que Cloudflare, hein, il y a beaucoup d'autres. Et avec d'autres outils de surveillance, là maintenant, vous êtes tranquille. Hein. Mais au moins, ayez un robot.txt et un sitemap.txt. Là, au moins, vous êtes clair dans les règles sur comment utiliser votre site. Et sur le plan technique maintenant, bon, il y a toute la sécurité et autres, mais allez, mettez un Cloudflare. Ça vous protège. Merci. Nous allons passer à la question de TIN-GMB. Je voulais savoir, en tant que consultant proposé, excusez-moi un instant, en tant que consultant, proposez-vous des services de scrapping aux entreprises privées et aux startups? Oui, dans le passé, je le faisais, mais pas à grande échelle, quoi. J'avoue que, bon, c'est vrai que récemment, j'ai rejoint une structure de l'État. Donc, j'ai un peu mis de côté, je peux dire, ou bien mis en pause le statut de consultant. Mais avec ce service-là, si vous approchez de nous, il y a aucun souci. Mais c'est surtout un partage d'expérience que nous faisons, quoi. Donc, on peut vous accompagner. On peut vous accompagner. Donc, mais c'est un service étatique, hein, donc il n'y a pas de consultance. C'est entre collaboration entre services. Mais comme j'ai dit dans ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos. Et de plus en plus aussi, ce que je vois, au lieu de payer les services d'un consultant qui t'aide à scraper, les gens préfèrent acheter des outils déjà faits. Et donc, voici une opportunité pour les jeunes, comme je disais. Donc, les jeunes qui nous écoutaient, les jeunes étudiants et autres, créer un outil d'intelligence artificielle, hein, que vous allez vendre. Et cet outil va se charger de scraper les sites ou aider les gens à collecter les données qu'ils veulent. OK, donc c'était ça. Merci. Une question de Biram. Pourriez-vous revenir sur les applications de web scrapping que vous avez mentionnées dans votre présentation comme Octaparse? Oui, là, pour faire vite, attends, je vous montre même. Je mets meilleur outil IA pour scraper des données. Donc moi, à ce jour, bon, Octaparse fait partie de l'un des leaders mondiaux, hein, mais aujourd'hui, tous ces outils que je connais, je n'en connais pas un qui est africain. Moi, c'est pourquoi je serais très content dans les années à venir de voir des jeunes créer des outils comme ça. Mais il y a Octaparse, il y a ParseHub, ainsi de suite. C'est des outils, comme je dis, basés sur l'intelligence artificielle, qui vous permettent de scraper automatiquement les données de n'importe quel site. Mais on a vu ensemble qu'aujourd'hui, pour scraper les données de Jumia, ou bien je prends Expat Dakar, vous voyez, même si je maîtrise le coding, moi, je suis obligé de venir construire mon code page par page. Hein? Deuxièmement, parmi les limites que je vous ai montrées, les difficultés, souvent tu conçois un programme, supposons avec ce site Expat Dakar, bon, parce que j'ai un plugin. Bon, ça j'ai oublié de le dire aussi. C'est vrai qu'avant de scraper un site, il faut regarder les technologies qu'ils ont utilisées. J'ai un plugin qui me permet de... Bon, sous Python aussi, il y a la librairie BuildWith. Dès que tu mets BuildWith, tu donnes une URL, il te dit les technologies utilisées pour concevoir ce site. Tu mets en place un programme qui scrape ce site, c'est bon. Mais le problème qui va revenir dans 2 mois, ils vont reprendre leur plateforme. Peut-être, là, ils sont sur du Laravel. Ils vont quitter Laravel, ils vont aller sur du Spring Boot. C'est-à-dire, tout le script est dénaturé. Finalement, mon programme scrap ne marche plus. Parce qu'il faut que je revienne, je repointe ça pour dire que les données des prix ne sont plus entre telle balise, mais ils sont sur balise. Donc, il faut que je reprends et je réécris tout. Les outils d'intelligence artificielle comme Octaparse et autres, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ce que le développeur allait faire lui-même pour changer le code chaque fois que le site change, c'est ça qu'ils ont automatisé. Bon, ça, c'est pas un programme informatique qui peut le faire avec des if, mais c'est du machine learning qui le fait finalement. Le machine learning, en parcourant le site, hein, en détectant les balises, il parvient à reconstituer la manière de récupérer toutes les autres données du site. Et l'utilisateur final donc de Octaparse, tout ça, ça lui est transparent. Il vient, il clique, Octaparse, bon, malheureusement, mon truc a expiré, mon triel que j'avais.
Mais c'est comme un simple scrap, hein. Il y a un bouton plus, tu mets ton URL, tac, il te donne les données que tu veux récupérer. Deuxièmement, il te règle le problème lié un peu à la juridiction, comme j'ai dit. Vu que dans les robots TXT, ils te disent que si tu dépasses telle requête, tu seras bloqué, Octapars distribue ses serveurs à travers le monde. Et toi, l'utilisateur qui achète une licence, tu ne le sens pas. Donc aujourd'hui, rien n'empêche à 20 jeunes Sénégalais, je dis n'importe quoi, ou bien 10 jeunes Sénégalais, certains en réseau, certains en développement, certains en data science, ils se forment. Ils disent qu'on va mettre en place un outil qui te permet de scraper les données. Mais pour ça, il faut qu'ils comprennent d'abord comment marche le scrapping. Et ils disent que si tu veux récupérer les données de Expat, pour éviter que Expat nous bloque, parce qu'on va demander des centaines de requêtes par seconde, on va les distribuer dans nos serveurs. Donc, il faut des compétences cloud. Hein? Il faut des compétences de sharding, un peu de big data. Et lui, il vend le service derrière. Hein? Et je sais que, en tout cas, celui qui se lance dans ça, actuellement, ça peut beaucoup lui rapporter, pour être franc. Donc, globalement, c'est ça, comme ça marche. Toi, tu achètes ta licence, il te donne ta clé. Si tu veux scraper un site, tu donnes juste le lien et il te récupère les données. Ce qui se passe derrière, c'est eux qui s'en chargent, quoi. Merci. Une question de Fallou Diagne. Est-ce qu'avec les outils IA, on peut scraper sans poursuite de façon anonyme? Si oui, existe-t-il des questions d'éthique pour cela? Oui, très bonne question aussi. Mais si vous vous souvenez, ça, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, eux, ils te vendent un service. Et puisqu'ils savent qu'en te vendant ce service, ils ont des problèmes techniques liés au blocage Cloudflare, liés au changement des sites. Ils ont des problèmes liés à la juridiction du pays. Et ils prennent tout ça en amont. Souvent, ils partent même signer des conventions. Donc, je donne un exemple. Bon, je ne vais pas dire Octapars parce que ça existe toujours, mais supposons des jeunes vont lancer à partir du séminaire d'aujourd'hui un outil qui va s'appeler Galsen Scrap, Galsen Scrapping, une entreprise qui va vendre des services de scrapping. Moi, si je devais les recommander au moment de mettre en place cette entreprise, il faut aller voir le maximum de pays au monde et le maximum de sites web. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous signez des conventions avec eux pour leur dire que nous, tel. Bon, et souvent, il n'y a pas de problème. Ils vont signer des conventions avec vous. Et même l'outil que vous allez développer va respecter leurs règles métier. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas polluer leur site, vous n'allez pas prendre les données qu'il ne faut pas prendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, c'est ce service que tu vends au client. Et ce qui est beau aujourd'hui dans le monde du data, c'est ça. C'est que toi, tu permets à l'utilisateur d'avoir ce qu'il veut. Et là, tu respectes l'éthique. Parce que tu respectes ses règles métier, tu respectes ses règles réseau, serveur, tu respectes la loi aussi. Donc, tu as mis en place une architecture assez robuste pour permettre aux gens de récupérer les données. Et tu as signé une convention avec lui. Lui, s'il dit que telle donnée, tu ne dois pas le récupérer, tu ne récupères pas. Ou bien, au moment de vendre le service même, tu donnes un contrat où la personne signe. S'il prend les données, il ne va pas faire ça, ainsi de suite. Et après, tu donnes à chaque tiers son contrat. Vous voyez, donc, effectivement, ces gens d'outils, ils respectent l'éthique, hein, parce que eux, ils anticipent sur tout. Donc, ils ne te vendent pas seulement un outil technique qui te permet de récupérer les données. Non, non, mais ils prennent toute la législation. Et d'ailleurs, souvent, si vous regardez, que ce soit Octapars ou les autres, souvent, tu veux attaquer un site et ils te disent que non, nous, nos prérogatives ne nous permettent pas de prendre les données dans ce site. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je l'ai dit aussi dans ma présentation, si vous voulez des données, peut-être vous pouvez commencer du web scrapping pour vous initier, pour avoir la meilleure. Mais moi, la meilleure chose que je vous recommande, c'est les API. Signez des conventions, allez avec des API, vous êtes tranquille. Vous voulez des données de Auchan, et des données de Soumari, et des données de Jumia, et des données de, je ne sais pas, du ministère des Commerces. Signez des conventions avec eux, ils vous développent de petits API. Chaque jour, tu lances et tu as tes données. Donc, la finalité, c'est les données. Ce n'est pas le web scrapping, mais c'est les données. OK, merci. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. On patiente encore un peu. Je sais pas. OK, existe-t-il des projets Existe-t-il des scrapping projets scrapping en cours à notre connaissance? à notre ou à votre, supposons à votre connaissance? Oui, j'en connais beaucoup. Récemment, j'ai encadré 2 étudiants de l'ENSAE, l'École nationale supérieure d'analyse économique et de statistique. C'est l'école du réseau de l'ANSD et les autres ONS.
eux, ils ont travaillé sur un projet comme ça. Donc, l'idée, c'était de pouvoir... Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, un indice produit par la NSD, où il y a des gens qui partent collecter des données, on fait beaucoup d'analyses, tout ça, pour sortir des rapports. Eux, ils ont essayé de mettre en place des programmes qui vont attaquer un certain nombre de sites pour produire les données là. Mais ce n'est pas entièrement le projet. Donc, ils ont juste fait une partie. Ça, c'est un exemple de projet concret que je connais au Sénégal. Je vais vous donner d'abord des exemples au Sénégal. D'autres exemples que je connais beaucoup même, c'est dans le cadre des startups là qui démarrent pas mal, vu qu'ils n'ont pas de moyens. Et maintenant, pour avoir leur base marketing, mais c'est ça, ils font appel à un data scientist ou à un étudiant qui part récupérer des données sur les contacts et autres, et après, il démarre. Comment scraper les données sur les réseaux sociaux? Oui, ça, j'ai oublié de le dire. Bon, excusez-moi, j'ai anticipé sur l'autre qui directement. Mais pour dire que, donc, Fallou, il y a beaucoup de projets, hein, souvent aussi. Ce n'est pas seulement dans le secteur du e-commerce, mais même sur d'autres secteurs, hein, que ce soit le tourisme, surtout le tourisme, par exemple. Le tourisme, les données sur les prix du tourisme, il y a pas mal de projets. Bon, dans d'autres structures, dans le monde de la recherche aussi, je sais qu'il y en a. Et avec la campagne électorale qui arrive, actuellement, il y a des équipes politiques qui ont commencé à recruter des gens qui travaillent pour surveiller leur e-reputation. Ça à dire chaque jour, tu conçois un programme de web scrapping qui va attaquer le maximum de sites web. Les commentaires scène web, les commentaires réunis, quelques trucs sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et tu popules dans un système, bon, avec un peu de l'IA derrière, pour lui dire que, faites attention, aujourd'hui, les gens disent ça de toi, les gens pensent ça de toi, ainsi de suite. Et ça me permet de répondre à la deuxième question. Avec les réseaux sociaux, là, c'est beaucoup plus difficile. Bon, je peux vous montrer un exemple. Bon, moi, je parviens à scraper des données dans WhatsApp, par exemple, et difficilement un peu dans Facebook, parce que là aussi, je l'avais fait juste pour tester. Mais pour des raisons professionnelles, il m'est arrivé de travailler dans un projet où, durant le projet, on échangeait à travers le groupe WhatsApp. Après ce projet, on voulait récupérer les données de ce groupe WhatsApp pour les mettre dans une base de données, pour entraîner un modèle, un peu pour recueillir un peu aussi les différentes difficultés qui étaient survenues durant le projet. Ça, j'ai réussi à le faire. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile parce que j'ai fait beaucoup de gymnastique. D'ailleurs, j'ai utilisé même du PHP. J'ai fait un grand regex pour formater. Parce que les données WhatsApp, bon, en tout cas, il y a des plugins aujourd'hui qui te permettent de récupérer toutes les données d'un groupe WhatsApp. Tu les mets au format texte. Mais après, il fait un peu de text mining. Donc, il fait de réarrangement pour mettre toutes ces données dans Excel. Avec Facebook, la difficulté principale, comme je vous dis, auquel j'étais confronté, c'est surtout le Cloudflare. Facebook, sur ce plan-là, il est très, très, très qui. Parce qu'il t'exige souvent de passer par une clé API développeur et partant de ça, il te traque quoi. Donc, on peut bien scraper des données avec les réseaux sociaux, mais souvent, c'est les blocages techniques. Deuxièmement, comme je le dis, dans tous les réseaux sociaux que je connais, LinkedIn, Facebook, Instagram, quand vous ouvrez leurs conditions générales, souvent, ils l'écrivent clairement. Personne n'est autorisé à scraper notre key. Maintenant, s'il s'agit de tes données, toi, les données de ton compte, ça, tu n'as même pas besoin de le scraper parce que tu peux le télécharger. À tout instant, quand tu te connectes à ton compte sur Facebook, tu peux télécharger tes données personnelles, toi. Mais quand tu as scrappé les données supposons il y a une page Facebook Galsen AI et tu veux scraper toutes les données, en tout cas, moi, avec Facebook, j'ai essayé, mais jusque-là, je n'ai pas pu. Bon, avec WhatsApp, j'ai quelques techniques pour le faire. Je sais que dans le dark web, bon, moi, je ne suis pas un agent du dark web, je te conseille ça aussi. Je sais que des gens parviennent à récupérer les données de LinkedIn. Mais dans les conditions générales, c'est interdit. Je sais que techniquement, maintenant, les gens parviennent à le faire. Bon, mais c'est des outils dark qu'ils utilisent, quoi. Donc, ouais, c'était un peu ça. Les réseaux sociaux, c'est surtout ça la difficulté. Mais maintenant, dans l'avenir, si vous voulez avoir les données d'un compte Facebook, ou bien, parce qu'il y a beaucoup de boutiques sur Facebook, il y a Facebook Market aussi, où les gens vendent. Si tu es vraiment intéressé, essaie de faire une convention. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'étais le ministère du Commerce ou l'ANSD ou tel ministère, je suis intéressé pour suivre ces données-là. Je vais essayer de faire les démarches avec les autorités de Facebook et ils me font une API. Parce que si Facebook laisse n'importe qui scraper les données,
finalement, lui, il risque de fermer, hein, parce que toute l'information qu'il a, tout le monde l'a. Aujourd'hui, moi qui vous parle, si je parvenais à scraper toutes les données de LinkedIn, mais le lendemain, je démissionne parce que je crée mon propre truc et je vends des services sur les recrutements. Je crée des profils. Et si vous voyez, LinkedIn vend ça. Aujourd'hui, si vous vous souvenez, vous qui m'écoutez, il arrive souvent que quelqu'un vous écrit et vous ne le connaissez même pas. Il dit, je suis intéressé par ton profil. Certainement, tu te demandes, mais comment il a fait pour connaître mon profil? Parce que avec les données de masse au sein de LinkedIn, pas les données personnelles maintenant, les données agrégées, avec des techniques de machine learning et de deep learning qu'ils utilisent, ils parviennent à sortir les bons profils pour le poste que tu recrutes. Tu leur donnes juste les paramètres que tu veux, ils te disent, va tel, 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 tel. Donc, si LinkedIn ouvre aujourd'hui à tout le monde de pouvoir scraper ces données, il s'expose. Hein. Bon, c'est tel que je le vois. Maintenant, si vous êtes dans un service qui est intéressé par les données, écrit, essayez de signer une convention avec eux, souvent ils acceptent. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais, s'il demandait à Facebook de lui donner un certain nombre d'informations sur tous les marketplaces du Sénégal, ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est à des fins statistiques. OK, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas pour le moment. OK, donc pour revenir sur la question de Fallou, en dehors du Sénégal aussi, il y a beaucoup de pays qui utilisent le web scrapping. Hein. Je sais que ça soit en France, en Belgique, en Indonésie, en Emirates, au Canada. Bon, c'est surtout que ça soit la statistique nationale, que ça soit le privé, surtout les chercheurs. Les chercheurs, ils en font beaucoup. Hein, parce que ça résume ce que j'avais dit. Aujourd'hui, vous les chercheurs de Galsen AI, sur quoi vous vous basez pour entraîner vos modèles? Moi, j'aimerais savoir. Il faut énormément de données, mais d'où est-ce que vous obtenez ces données? Ce n'est pas les entreprises sénégalaises que je connais qui ont suffisamment de données. La plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de données. Ils ont des données de l'année courante ou l'année passée. Mais vous, aujourd'hui, dans vos universités, mettez en place de grands pipelines de bases de données et allez scraper le maximum de données. OK. OK. Alors, il y a quelqu'un qui souhaiterait savoir pourquoi scraper les données sur WhatsApp. C'est ABF, vu que c'est pas un réseau social. OK, merci. En fait, ABF, WhatsApp, c'est bien un réseau social. Mais moi, j'ai pu avoir un outil qui me permet de télécharger les données d'un groupe WhatsApp dont je suis admin. Quand je suis admin, j'ai la possibilité de télécharger toutes les données de discussion dans un format texte. Après, j'ai conçu un regex donc, qui me formate ces données-là dans un fichier Excel. Et ce qu'il y a d'intéressant, comme j'ai dit, aujourd'hui, supposons le groupe WhatsApp Galsen AI. Ce ne serait pas mal que, je ne sais pas, un partenaire ou bien même les gens qui dirigent Galsen AI disent que le groupe existe depuis 3 ans. Mais on souhaiterait avoir un modèle qui nous dit quelles sont les thématiques sur lesquelles les gens débattent. Les samedis, sur quoi les gens débattent tel. Aujourd'hui, comment vous pouvez me donner une réponse comme ça à travers le groupe WhatsApp? Si vous ne scrapez pas le groupe WhatsApp, vous ne pouvez pas, à ce que je sache. Alors que si tu parviens à récupérer toutes les discussions, tu les ranges dans un fichier Excel et tu les annotes, là, tu peux dire que j'ai remarqué que tel jour, on discute plus de tel terme. Tel jour, on discute plus de tel terme. Vous voyez? Oui. Non, attention. Là, maintenant, je l'ai fait c'était dans le cadre professionnel. Il n'y avait rien de sensible. Hein, j'ai dit, dans les groupes sensibles, je ne le fais pas. Parce que là aussi, il y a la loi qui peut t'attaquer. Mais comme je dis, dans un groupe où il n'y a rien de secret, on discute de la technologie, il n'y a rien de méchant. Moi, c'est là où j'ai basé mon travail jusque-là. Mais dans les groupes sensibles et autres, je ne fais même pas ça. Mais pour régler le problème, il ne faut pas nommer n'importe qui admin. Et je vous le dis, hein, tout ce que vous dites dans un groupe WhatsApp, en tout cas, quelqu'un qui s'y connaît comme moi peut scraper toutes les données. Peut scraper toutes les données. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est pas ce que d'autres utilisent maintenant, mais c'est ça. Par exemple, bon, ça aussi, j'en profite aussi pour donner quelques sujets de recherche. Peut-être que Galsen AI pourrait porter à l'endroit de quelques étudiants universitaires. C'est-à-dire, ce serait intéressant aujourd'hui de pouvoir mettre en place un modèle qui essaie de sortir de quoi les gens discutent par périodicité, par tel. Donc, vous voyez, ça c'est un. Et ça a utilisé le web scrapping. Bon, là aussi, peut-être avant d'arriver vers la fin, quelques thématiques, comme j'ai dit, j'ai donné des pistes pour les étudiants, pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs. Comment se faire de l'argent avec le web scrapping, comme j'ai dit.
si vous voulez, vous pouvez proposer un service de web scraping pur ou de formation. Bon. Mais vous pouvez concevoir des services, comme je dis. Concevoir un service qui donne les tendances sur tel produit. Vous voyez, ce ne serait pas mal. Vous pouvez concevoir un service qui permet d'avoir des données sur un ciblage marketing. C'est-à-dire les jeunes qui viennent de lancer leur entreprise, au lieu d'aller attaquer tout le monde pour proposer leur service, vous pouvez récupérer les données, les contacts de pas mal de sites et faire un peu de machine learning derrière pour leur recommander d'aller vers telle niche. Vous voyez, celui qui va lancer sa chaîne YouTube, vous pouvez créer aujourd'hui un outil qui va aller scraper les données de YouTube. Bon, YouTube est très ouvert dans ça. Hein. Il te permet de scraper les données de pas mal de chaînes. Je pense que je vous ai déjà montré. J'ai le bout de code, ça aussi, je peux vous le laisser. Le bout de code qui permet dans une chaîne de savoir la liste des thématiques qui ont été traitées, des vidéos, des vues, des j'aime, tout ça. YouTube est très open sur ça. Et après, l'idée pour vous maintenant, c'est de vendre un service qui va recommander à la personne qui veut ouvrir une chaîne YouTube d'aller dans telle thématique. Vous voyez. Donc, pensez à ajouter la touche entrepreneuriale, la touche offre de service, la touche régler un problème quand vous faites du web scraping. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore 15 minutes. Je sais pas. OK. Je trouve un peu... Bon, là, c'est, je pense, un éclaircissement que souhaite faire le Diagne. Je trouve un peu d'ambiguïté. Parfois, vous dites la loi attaque alors que le web scrapping est légal. Un peu d'explication, s'il vous plaît. Oui, là aussi, très, très bonne question, très bon rappel. Il y a deux choses. Il y a le web scrapping, il y a le web scrapping et il y a l'usage des données que vous en faites. Par exemple, comme je dis, la RGPD en France, il n'a pas dit que le web scrapping est interdit, non. Mais il dit, si tu fais du web scrapping dans tel cas, tu ne dois pas faire ça avec les données. Vous voyez. Par exemple, il y a des données qui, sur les sites e-commerce là-bas, sur les sites gouvernementaux, sur la statistique nationale, là, tu peux scraper, il n'y a aucun problème. Mais ils te disent que tant que tu ne pollues pas le serveur de quelqu'un, c'est-à-dire tant que tu maîtrises toi ton programme de scrapping, pour ne pas... Parce qu'aujourd'hui, le site de Galsen AI, bon, je ne sais pas s'il y a un WAF derrière, comme Cloudflare, mais s'il n'y a pas Cloudflare, et que chacun d'entre nous écrit un programme web scrapping, on le lance, le site va tomber. Parce que ça va ramer comme pas possible. Ça, c'est interdit par la loi. Parce que c'est comme si tu as rendu indisponible le système de quelqu'un. C'est ça que punit la loi. Vous voyez. Au niveau de la France aussi, ce qui est dit, c'est-à-dire avec ton concurrent, quand tu scrapes ces données, tu ne dois l'utiliser en aucun cas à des fins de concurrence. Vous voyez. Quel exemple de prendre? Bon, je prends des exemples au hasard. Hein, je n'ai rien avec ça. Je prends exemple Sonatel, Free et comment ça s'appelle le dernier à venir et Expresso. J'ai dit en France. Au Sénégal, je ne vois pas la loi, mais en France, la loi ne voudrait pas que tu utilises du web scrapping alors que tu travailles à la Sonatel pour scraper les données de Tigo et après tu l'utilises à des fins de concurrence. C'est ça qu'interdit la loi. Mais si tu es un étudiant qui prend les données sur les offres de services télécom, là, il n'y a aucun problème. Vous voyez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais ça dépend des usages. Donc, c'est un peu ça, fallo. Donc, la loi encadre des usages spécifiques. C'est un peu ça la difficulté aussi, quoi. C'est des usages spécifiques. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez être un spécialiste du web scrapping, ce n'est pas seulement la technique. En tout cas, moi, avec ces années que j'utilise le web scrapping, c'est ce que j'ai appris. Ce n'est pas seulement la technicité, mais c'est surtout même la législation, les outils, l'architecture, tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça la difficulté. Souvent, quand tu parles de web scrapping, beaucoup pensent à illégal, illégal. Non, 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 ce n'est pas illégal, c'est légal. Mais il y a des portes qui sont ouvertes et des portes qui ne sont pas ouvertes. Le mieux aussi, c'est de discuter. Comme je dis, discuter avec les ayants droit. Moi, aujourd'hui, si j'étais dans une entreprise qui a besoin des données de Jumia, avant même de me lancer à faire du scrapping, bon, peut-être je peux faire pour tester, quoi, pour prendre quelques données, voir est-ce que ça va intéresser notre écosystème. Si oui, on écrit une convention. Et de ce que je vois, même eux, souvent, ce n'est pas des choses compliquées, quoi. Il faut juste leur dire pourquoi vous voulez les donner, qu'est-ce que vous en faites, tout ça.
Et après, il n'y a pas de problème. Maintenant, évidemment, si tu es un de leurs concurrents, ils sont réticents et c'est très, très normal. Mais si tu dis non, je suis chercheur, je suis étudiant, je suis ça, bon, ils te disent non, vas-y, respecte juste les conditions. Ah, mais il est évident que tu dis, moi, je travaille à Soumari et je veux les donner de Jumia pour vous concurrencer, mais ils vont refuser. C'est juste ça. Merci. D'accord. ABF souhaite savoir le nom de l'outil qui permet de scraper les données sur WhatsApp. Euh, bon, peut-être là, c'est les astuces que j'utilise. Hein, donc, tout dépend de la version de WhatsApp. Il faut chercher une version spécifique. Je n'ai plus le qui en tête, mais en tout cas, il y a une version spécifique. Mais première chose, il faut être administrateur du groupe. Si tu n'es pas administrateur, tu ne pourras pas le faire. Deuxièmement, il y a une version spécifique de WhatsApp qui te permet de télécharger les discussions sous format texte. Donc, eux, c'est ce qu'ils te font. Après, j'ai dit, c'est moi qui ai écrit mon propre programme. Donc, j'ai écrit un programme qui parcourt le fichier texte et qui le convertit en fichier Excel. Parce que les textes sont en zigzag. Les données sont trop après. Ce n'est pas des textes formatés avec un tabuleur. Non, non. Mais c'est des textes mélangés entre eux. Maintenant, j'ai fait un large programme regex qui se chargeait de séparer jusqu'à avoir la personne qui a envoyé le texte, l'heure, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est ça. Hein? Mais d'abord, il faut être administrateur du groupe. Si tu n'es pas administrateur, tu ne peux pas copier les données de la discussion. OK. Pas d'autres questions pour le moment. On va patienter encore un peu. OK. En tout cas, je lance un appel. Hein. Moi, je pense que, comme je l'ai dit au début, la quatrième révolution industrielle est en train de se dérouler, mais il faut que l'Afrique ait sa place. Et peut-être les deux premières révolutions industrielles ou la troisième, on avait des excuses, nous les jeunes Africains, pour dire que non, on a raté la révolution industrielle parce qu'on n'a pas d'industrie, on n'a pas de qui. Mais là, c'est juste l'intelligence que ça demande et vous êtes dans la voie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit Galsen AI, vraiment, on doit l'appuyer, on doit l'accompagner et on doit faire vraiment sa promotion. Moi, je pense que même les électriciens, les chauffeurs, tous, ils doivent rejoindre aujourd'hui Galsen AI. Alors, qu'en est-il des discussions qui ne sont pas dans les groupes? C'est toujours en rapport avec WhatsApp. Ah, ok. Oui, non, là, là franchement, j'ai pas pu. Je précise que les seules données que j'ai pu exploiter, c'est les données d'un groupe. Mais les données particulières, moi actuellement, je ne parviens pas. C'est vrai que je n'ai pas essayé aussi. Ouais, c'est uniquement les discussions des groupes que j'ai essayé, quoi. Oui, c'est vrai qu'à travers ces questions-là. Bon, maintenant, pour te donner des pistes, je sais qu'aujourd'hui, en concevant des chatbots, tu peux autoriser l'interaction entre WhatsApp et d'autres terminaux. Bon, mais je sais que l'entreprise Meta aussi ne laisserait pas les gens récupérer les données d'un autre. Hein. Ça, il faut d'autres techniques de piratage informatique ou de ethical hacking qui récupèrent les données. Quoi. Mais si on se limite au web scrapping, c'est uniquement les données des discussions des groupes que je peux traiter moi. Mais quant aux données individuelles, bon, personnellement, je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé à travers le web scrapping. Je n'ai jamais essayé, quoi. Je ne sais pas aussi l'utilité. En tout cas, là, il y a la loi qui commence. Hein. La loi sur la protection des données personnelles au Sénégal interdit de s'introduire frauduleusement dans certains dans un système. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et nous espérons que il y aura beaucoup de séances de ce genre, donc avec Galsen AI. Comme je dis, aujourd'hui, l'IA permet de beaucoup de faire. L'IA, la data science, tout ce qui tourne avec, ça permet de beaucoup faire. Tu es jeune au chômage, comment régler ton chômage grâce à l'IA? Tu es étudiant, tu veux réussir rapidement tes examens, comment le faire avec l'IA? C'est possible. Tu es un jeune, tu veux te faire de l'argent, comment se faire de l'argent avec l'IA? C'est possible. Il y a énormément de possibilités. Et ce qui se passe en Europe, en Occident, tout de suite, un autre au Sénégal peut commencer à le faire.
puisqu'il y a des gens assez généreux au sein de Galsen AI qui partagent leurs connaissances, moi, je lance un appel à tous les élèves, les étudiants, les professionnels, hein, les chefs d'entreprise, tous ceux qui sont là, qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils facilitent la recherche aux jeunes. Hein. Quand un jeune essaie d'innover, essaie de faire de la recherche aussi, il faut lui ouvrir la porte. Hein. Il faut lui ouvrir la porte. Ça fait partie de nos OK. missions, ne vous inquiétez pas. Hmm. On va vraiment prendre tout cela en compte. Alors, je pense qu'il nous reste juste 6 minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, je laisse juste le temps de voir si on aura d'autres questions d'ici 1 minute avant de pouvoir clôturer la séance. Oui, n'hésitez pas, hein, et dans des rencontres comme ça, poser des questions. C'est des rencontres d'échange. Moi, j'explique, d'autres expliquent. Bon, chacun amène ce qu'il sait. C'est ça qui fait évoluer la communauté, quoi. Là aussi, je lance un appel. En tout cas, j'aurais recommandé à Galsen et d'intégrer ça dans leur plan d'action. Euh, les technologies, la recherche aujourd'hui, pour que ça réussisse, il faut le maximum de bras engagés aussi. Hein, parce que ce que l'entrepreneur peut apporter, ce que l'informaticien peut apporter, ce que le juriste peut apporter, ce que l'agriculteur peut apporter, ce n'est que bénéfique. Hein. Donc, chacun amène sa touche, on mène la réflexion ensemble, et là, ça donne des solutions. Hein. Et il y a énormément d'opportunités que je vois venir, mais il faut qu'on puisse le saisir. Hein. Il faut qu'on puisse le saisir. Aujourd'hui, dans d'autres continents, en tout cas, vraiment, je vois des jeunes faire des miracles. Et comme je dis, la semaine passée, quand j'ai vu un étudiant de première année proposer un système comme ça, la première question que je lui ai demandé, mais je lui ai dit, mais toi, là, où est-ce que tu as appris ces choses-là? Il me dit, mais monsieur Diak, YouTube, aujourd'hui, tout est dans YouTube. Hein. Tout est dans YouTube. Je n'ai même pas besoin d'attendre que le prof me dise fais ça. Hein. Mais donc, nous avons aussi une responsabilité d'orienter les usages. Nos mamans, nos sœurs, nos frères, ils sont tous scotchés à leur téléphone. Tu leur dis, qu'est-ce que tu fais? Ils sont sur TikTok. Hein? Moi, je pense que le mieux pour eux, aujourd'hui, c'est de se rapprocher du groupe Galsen AI. Au moins, on entend parler de l'intelligence artificielle, on entend parler du web scrapping, on entend parler du big data. Au moins, tu vois, tu comprends. Hein? Parce que regarder un profil TikTok du matin au soir, ça n'apporte pas grand-chose. Alors que là, tu apprends énormément de choses. Tu apprends des choses techniques, tu apprends sur la stratégie, tu apprends sur vraiment ce qui dirige le monde. Et le monde d'aujourd'hui, les données sont tellement importantes. J'en profite aussi pour dire aux chercheurs qui sont là, aux écoles de formation, aux universités, de commencer à mettre en place des infrastructures de données. Hein? Un centre de recherche, il doit avoir au moins une énorme base de données derrière. Et pas des données juste déjà traitées, des données anonymisées, préparées, tout ça. Là, ça freine un peu la recherche. Mais laisse les données brutes comme ça. L'étudiant qui vient, il fait sa fouille. Hein? Avec le web scrapping, c'est ça maintenant l'avantage, quoi. Donc, je transmettrai normalement à Khadija et à l'équipe de Galsen AI toute une documentation sur web scrapping, des exemples de code que j'ai déjà écrits dans le passé pour scraper les sites, un certain nombre de sites, tout ça, la réglementation. Et certainement, elle vous partagera donc à travers les différents canaux. Et sur ma chaîne YouTube aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cours dans ce sens. Mais puisqu'on est une communauté, je n'hésiterai pas à documenter tout ça et à le présenter. Et peut-être même si l'occasion se présente, pourquoi pas faire une autre séance spécifique. Par exemple, comment scraper les données en utilisant Beautiful Soup avec Python. Un 2 heures ou quelque part, un TP. OK, merci. Alors, merci beaucoup, Demba. Vraiment, merci par rapport à la qualité de la présentation. Merci pour les recommandations, le partage de connaissances et voilà. Bien évidemment, hein, ce serait vraiment un réel plaisir de vous accueillir à nouveau sur d'autres thématiques. Alors, je remercie aussi l'ensemble des personnes qui nous ont suivis jusque-là. Voilà, et je pense qu'on peut s'arrêter là et à bientôt. Merci beaucoup. OK, merci tout le monde. À la prochaine.